dans ma démarche de développement de médias, tout en ayant cherché une audience où je suis leader, où j'ai été leader, où je suis leader dans la partie francophone avec Africa 24 en termes d'information, oui, j'ai toujours pris la décision de me développer dans les autres zones, donc Africa 24 en anglais, Africa 24 en arabique, qui n'était pas une lubie, mais qui était une volonté d'équilibrage économique de mon modèle. Super. Merci beaucoup, Constant. On va y revenir. Ce que tu dis est très important. Je me tourne vers Marie-France. Marie-France, tu es guinéenne, malienne. Tu es née en France. Tu es une férue des questions africaines puisque tu as vécu en Afrique du Sud, au Kenya, en Ouganda. Donc, on va dire que tu as fait pas mal de pays, francophones, anglophones. Tu as ensuite rejoint le service d'information du gouvernement français au sein du pôle numérique avant de te spécialiser sur les questions africaines en presse, magazine et multimédia. Pour toi, le journalisme, c'est une véritable vocation. Tu me partageais une confidence que depuis l'âge de 6 ans, tu savais déjà que tu voulais être reporter. Et finalement, ce qui t'anime, c'est que tu vois le journalisme comme un moyen de faire comprendre les enjeux du continent. Alors, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'il est évident de traiter l'actualité, de conter l'histoire africaine en étant basé hors du continent? Alors, on va activer. Ton micro n'est pas activé. Voilà, si tu peux l'activer. Merci. Excusez-moi. Bonjour à tous. Merci, Sénabou. Merci de m'avoir invité à ce panel assez prestigieux. Et merci pour cette question. Alors, effectivement, moi, je suis basée à Paris. Je passe quand même la moitié de mon temps sur le continent. Je suis effectivement, comme tu l'as rappelé, Sénabou, d'origine guinéenne et malienne du côté paternel et française du côté maternel. Donc, moi, ça fait une petite quinzaine d'années aujourd'hui que je travaille sur les questions africaines, essentiellement en radio et en presse écrite. Alors, faire du journalisme sur l'Afrique à partir de Paris, il y a des avantages et des inconvénients. Tous les decision makers africains passent par Paris à un moment ou à un autre. Donc, c'est une place qui reste extrêmement stratégique pour parler de ce qui se passe sur le continent, des décisions qui sont prises sur le continent. Cela étant, ce n'est pas suffisant pour couvrir cette actualité africaine. Il faut absolument être sur le terrain. Et c'est pour ça que je passe au moins 2 semaines de mon temps sur le mois, sur le continent, un petit peu partout. Parce que l'info, on la trouve sur le terrain. Après, il y a plusieurs configurations. J'appartiens à un média qui appartient à un groupe français, mais avec un bureau en Afrique. Alors, si je suis sur le continent et que je suis reconnue comme une journaliste africaine, j'aurais a priori plus de difficultés à avoir accès à un certain nombre d'informations et d'interlocuteurs parce que j'ai vu qu'il y avait quand même un traitement différencié. Je pense que c'est aussi une responsabilité des gouvernants de pouvoir s'adresser, c'est un engagement, disons, des gouvernants de s'adresser aussi à la presse africaine. Ça m'est arrivé très souvent de voir des confrères américains venus de médias importants et qui avaient la seule interview accordée par les personnalités pendant que les autres étaient relayés au second plan. Donc, je pense que là, il y a un véritable effort à faire. Je pense aussi que l'impact de l'information africaine telle qu'elle est racontée dans les pays d'Occident ou du Nord a beaucoup plus d'impact, malheureusement, je dirais le plus souvent en Afrique, que les infos de première main qui vont être dénichées par des confrères sur le terrain. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à une amie qui est malgache, qui s'appelle Gaëlle Borgia. Je ne sais pas du tout si elle nous regarde, mais elle vient d'avoir le prix Pulitzer pour un article qu'elle a coécrit avec un journaliste du New York Times. Faut-il attendre d'avoir des reconnaissances à l'extérieur pour qu'on puisse reconnaître enfin la valeur des journalistes africains? Donc, j'en profite pour faire un petit coucou à Constant et lui dire qu'effectivement, on a besoin d'initiatives comme celle-ci pour parler de l'Afrique et pour montrer la vision de l'Afrique, pas simplement sur les sujets africains, mais avoir une vision et des vrais médias panafricains. On va saluer aussi, merci à toi Marie-France, on reviendra vers toi, on va continuer le petit tour de table pour avoir le mot de tout le monde. J'en profite pour saluer tous ceux qui nous regardent depuis le Sénégal, Milan, je vois également le Cameroun avec un acteur qui est très engagé dans les médias
au niveau digital, donc Boga Sorin et tous les autres qui nous ont rejoints et qui sont nombreux à nous écouter aujourd'hui. Merci à vous, merci au Gabon. Je vois que la France n'est pas en reste, donc on est très bien suivis dans le monde. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions, vos réactions dans la rubrique questions-réponses et naturellement, nos intervenants seront plus que ravis d'y répondre. Alors, on continue. Alors, je voudrais, excuse-moi, c'est Nabou, et après, je vais laisser la parole, mais il y a quelque chose de très important aussi sur le traitement de l'information, qu'on vienne de France ou d'un pays africain. On ne prend pas forcément les mêmes risques en fonction des pays où on travaille. Oui. Donc, il y a une responsabilité, je vais dire, à la fois du journaliste étranger qui se retrouve parachuté dans un contexte qu'il ne maîtrise pas très bien. De l'autre côté, il y a des journalistes qui connaissent l'actualité, les tenants et les aboutissants, et là, eux qui risquent quand même d'autres problèmes, il y a d'autres enjeux derrière, dont on parlera. Ils sont beaucoup plus exposés, hein, effectivement, voilà, en étant sur le continent. Alors, je me tourne vers Ziad. Ziad Limam, tu es depuis 2006 le président-directeur général de Afrique Magazine, qui se positionne comme un leader de la presse mensuelle panafricaine. AM pratique le mélange des genres et traite à la fois de société, de culture, de politique. Et ça, on aime voir ça dans les médias, quand on n'est pas uniquement sur un angle politique ou économique. Là, vous traitez vraiment de beaucoup de sujets qui sont des enjeux clés pour le continent africain. Tu interviens régulièrement pour partager tes analyses qui sont extrêmement pertinentes, souvent. Le décryptage aussi de cette actualité économique africaine. Et on aime bien t'entendre sur ces sujets-là. L'Afrique est un continent d'avenir. Les réalités à court terme sont beaucoup plus difficiles. C'est ce que j'ai surpris dans l'un des interviews que tu as accordées. Et la question que je me pose, c'est quelles sont ces réalités et comment est-ce que AM parvient aujourd'hui à s'adapter à l'évolution du secteur et des tendances. C'est-à-dire, bonjour à tous, où que vous soyez, là je crois qu'on est sur 2 continents au moins. Non, le paradoxe africain, c'est toujours le même, c'est-à-dire on est à la fois un continent de promesses, de jeunesse, de richesse. Il ne faut pas oublier qu'on a un potentiel en termes de territoire très important, l'agriculture, l'eau, le sol. On a un potentiel humain qui commence à être à la hauteur des espérances, avec des jeunes qui sont motivés, qui ont envie de créer. Et donc, on a cet univers qui est un univers porteur et on a une réalité du terrain qui est une réalité de parcimonie économique forte. C'est-à-dire, disons, aujourd'hui, on a 1 milliard et quelques d'habitants en Afrique. Constant parlait de ces zones différentes, mais disons qu'en grosso modo, sur la francophonie qui nous concerne, nous, on est sur la base de peut-être 400 millions, 450 millions de francophones, mais sur ces 450 millions de francophones, comme diraient les anglophones, how many are bankable? Combien ont une carte de crédit? Combien ont un compte en banque? Combien sont capables d'acheter de la presse papier ou digital, ou combien sont capables de prendre un abonnement pour une télévision par satellite. Et donc, la réalité à laquelle on est confronté, nous, c'est qu'on doit à la fois vivre comme si les promesses de demain allaient se réaliser, et en même temps, on fonctionne sur des modèles économiques extrêmement archaïques, très faibles, il faut le dire, avec peu de revenus publicitaires. Constant parlait aussi de l'équation politique qui est extrêmement importante dans le monde francophone. On n'a pas aussi, peut-être par rapport au monde anglophone, il n'y a pas un très grand pays porteur comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud. On n'a pas une Égypte comme dans le monde arabe qui, avec ses 100 millions d'habitants, pèse. Et donc, on a ce petit marché morcelé de petits pays avec des petits annonceurs, avec paradoxalement des idées communes. C'est ce qui nous a fait, je pense, survivre. C'est-à-dire que de Dakar jusqu'à Yaoundé, en passant même par Tunis et Casa, et en allant à Lomé ou à Cotonou, il y a une espèce d'environnement intellectuel qui se répond, qui se parle, qui se connecte, des problèmes communs, des ambitions communes, des canaux qui fonctionnent, etc. Et donc ça nous donne de quoi exister. Mais la réalité, c'est que tant qu'on ne se structure pas mieux de manière, j'allais dire, purement financière, tant qu'on n'obtient pas une adhésion, je parle dans le monde ancien de la publicité et de l'advertising de manière plus massive, on sera toujours fragile et on sera aussi toujours très dépendant de notre relation aux États, aux politiques, à comment on gère
comment on gère ce marigot extrêmement complexe où l'argent de la publicité est aussi lié à l'argent public, où les entreprises publiques pèsent lourd. Donc bon, tout ça, on connaît par cœur. On fait ça depuis, chacun d'entre nous, on n'est pas né de la dernière pluie, on fait ça depuis des années. Plusieurs années, ce qui vous Mais rajeunit. on voudrait s'émanciper de ces freins. Et pour s'émanciper de ces freins, je pense que ce n'est pas un hasard que les gens qui sont tous sur ce panel sont des gens qui ont une approche d'abord transafricaine. C'est-à-dire le fait de pouvoir parler à plusieurs communautés africaines, ça permet d'élargir son marché. Le fait, par exemple, l'UMOA, pour prendre une donnée, UMOA CEDEAO, voilà, ça c'est une entité qui existe aujourd'hui. L'Afrique centrale, c'est un peu moins organisé, mais ça viendra. Donc déjà, le Maghreb, on peut parler à des communautés plus larges. Et on doit aussi s'adapter, je pense, aux technologies. C'est-à-dire, moi, j'ai fait un magazine. Bon, les magazines, malgré tout, c'est un peu préhistorique. C'est-à-dire, on va survivre, on va exister. Je pense qu'il y aura toujours une part de glamour et d'importance du papier. Le papier, c'est chic. Le papier, c'est upscale. C'est le haut du panier. Mais il faut que nous tous, à quinca, moyennement quinca, plus ou moins quinca, on s'adapte à ce monde digital qui arrive, et il suffit de voyager en Afrique pour s'apercevoir que la plupart des lecteurs du futur, ils sont le nez collé sur leur iPhone et même sur un vieux Nokia tout pourri, parce que maintenant il y a des interfaces qui permettent d'avoir du contenu Internet de qualité sur des téléphones qui ne sont pas forcément de génération toute récente. Et donc on a toute cette masse de gens, de lecteurs de demain qui naturellement passent d'abord par le biais digital et consomment digitalement de news, que ce soit du news écrit, mais aussi du news télévisuel. On voit très bien comment, par exemple, en Europe et aux États-Unis, maintenant, les gens consomment de la télé à la demande. Ils ne se mettent plus derrière leur écran en attendant que ça vienne à eux. Ils prennent leur iPhone, ils prennent leur terminal, ils disent « je veux voir ça, je veux voir ça ». On voit que tout ça est en train de bouleverser, et donc on est absolument obligé d'aller vers ça. Avec quels moyens ? Avec quel financement pour rester indépendant, avec quelle structure qui permettrait de se regrouper aussi, parce que peut-être qu'on est tous trop, chacun de notre côté, indépendants, en tous les cas dans notre petit royaume à nous, mais peut-être qu'il faudrait penser à des royaumes un petit peu plus larges, à des alliances, à des échanges, parce que je pense que chacun de notre côté, on est un petit peu faible, et que sans renier les règles de concurrence et sans renier les règles du business, il faudrait trouver des arrangements, quelque chose pour répondre mieux encore à cette demande qui est là. Hein. Quand on bouge, on sent la curiosité, on sent l'envie de ces gens plus jeunes d'apprendre, de découvrir, de comprendre ce qui se passe. Ils sont en plus… notre rôle est devenu très important parce que, comme je ne sais plus si c'est Constant qui disait ça, ils sont bombardés par CNN, par l'Europe, par des images qui sont externes à eux, qui décrivent leur réalité, mais qui ne sont pas produites par leurs journalistes ou par leurs entreprises. Et donc, notre rôle aujourd'hui est encore plus important, je dirais, qu'il y a 10 ou 15 ans, parce que dans cet océan le flux qui nous arrive de l'extérieur, il faut que nous, on arrive à générer des flux écrits, papier, print, informel, whatever, qu'on arrive à générer des flux plus authentiques pour que les gens s'y retrouvent. Donc là, ça pose la question du contenu africain et de la capacité des médias africains à savoir travailler en synergie et à mutualiser. Alors, je me tourne vers Matar Sylla. Matar Sylla, tu cumules plus de 40 ans d'expérience professionnelle dans le domaine public, mais aussi privé. Tu as eu l'occasion d'intervenir à l'échelle continentale, mais aussi internationale. Tu as occupé les plus hautes fonctions dirigeantes au sein de groupes médias tels que TV5 Monde, TV5 Afrique, World Space, Africa Online. Tu as aussi eu la possibilité d'accompagner le développement de STV1 et STV2 au Cameroun, qui sont deux chaînes majeures. Et tu es très engagé dans la relance de la chaîne nationale, en tout cas dans l'amorce de la chaîne nationale sénégalaise RTS, que tu as aussi amorcé. Tu es aussi l'auteur d'un livre au titre évocateur à lire, Le paria du village planétaire ou l'Afrique à l'heure de la télévision mondiale.
Je rappelle que ce livre a été publié dès 1994. C'est dire que le sujet qu'on est en train d'aborder aujourd'hui, tu l'avais déjà traité il y a quelques années. Et aujourd'hui, tu es le président directeur général de MS Consulting. Mais tu es aussi éditeur de chaînes comme Label TV, qui est leader de la diffusion satellitaire en Afrique, Label Radio, Label Média. Moi, j'ai une question qui me vient suite à ce qui a été dit par les autres intervenants. Quelle stratégie narrative pour positionner le continent? Aujourd'hui, on comprend que c'est un enjeu stratégique très important. Quelle est la stratégie que nous pouvons adopter pour réussir ce pari-là? Permettez-moi d'abord de saluer tous ceux qui sont là et qui seront sur le second panel. Je crois qu'une première remarque que je voudrais faire, c'est que quand on voit tout ce capital d'expérience de gens, nous connaissons tous, on se dit pourquoi les médias africains en sont encore à ce stade. Si c'est la vision, ces gens qui sont là, ils l'ont. Si c'est la compétence, ils l'ont. Si c'est les moyens, ils ont essayé de les créer. Pourquoi ça ne marche pas? Je crois que le point de départ, c'est que dans la plupart de nos pays où on galvaude aujourd'hui le mot d'émergence, il n'y a pas une vision émergente des médias. Parce que tant qu'on ne donnera pas la place des médias, de la culture de manière générale, de la communication dans les priorités nationales, et qu'on compte en tant que tel que c'est un secteur comme ça, dont on se sert au gré des aléas politiques, de circonstances plus ou moins liées à des carrières personnelles, etc., on n'a pas une véritable politique d'impulsion dans une approche et une dynamique et une perspective économique. La seconde chose, c'est que nous sommes dans des environnements dérégulés. Quelles que soient les lois qui disent, etc., quand vous êtes une structure comme celle de Ziad, de Constant ou des autres, Marie-Roger, que vous faites les choses légalement, avec des personnels qualifiés, vous n'avez pas les mêmes coûts de production, de fonctionnement. À côté de ça, Constant l'a dit, il y a l'informel. Et l'informel, quelquefois, il y a l'informel formalisé. Des gens qui ont eu des licences, qui sont tout à fait étrangers à la profession, quoique, bon, ce n'est pas un cercle fermé, mais des gens qui sont venus, il y a beaucoup de pays où, si on faisait la typologie et véritablement une véritable analyse de tous les détenteurs de licences, on se rendrait compte que la plupart des gens sont soit des politiques, soit des hommes religieux, rarement des opérateurs économiques et une portion tout à fait congrue que peut-être nous représentons nous tous ensemble, des véritables professionnels de la communication. Donc, qui régulent à la fois le secteur public et le secteur privé en organisant tout cet espace-là avec des cahiers de charges, mais également en réglant la question fondamentale du financement du service public. Parce que tant que cette question n'est pas réglée de manière claire, nette, ils viendront toujours puiser dans la même assiette, dans le même, la même corbeille que tous les autres opérateurs. Alors, pour pouvoir avoir des contenus de qualité, ça pose la question du financement et de la viabilité économique de nos structures. Un contenu de qualité, quelle que soit la faiblesse des coûts qu'on peut avoir, quel que soit notre environnement qui peut être beaucoup plus propice, on peut faire des économies d'échelle, etc., elle ne se décrète pas. Elle va avec des mesures économiques. Aujourd'hui, on a beau, le fait d'être privé ou pas, c'est juste juridique. On peut être un privé et rendre beaucoup plus de services de mission publique, des services de mission publique, des missions de service public aux populations, aux États, à nos concitoyens qu'un groupe public. Donc, il faut absolument tenir compte de tous ces éléments-là. Quand on voit toute la galère, Constant l'a dit dans les chiffres, l'énergie que les gens ont mis, je connais son parcours, je connais les parcours des uns et des autres pratiquement ici. Toute l'énergie que ces gens-là ont mise, ils auraient pu aller plus facilement, mettre leur argent dans l'immobilier, faire de la location immobilière, ou aller peut-être même planter des choux, des patates, des avocats ou des bananes plantains, ça rapporterait beaucoup plus que la télé. Nous sommes dans ce métier, c'est surtout par la passion, parce que nous pensons effectivement, pour que l'Afrique puisse montrer ses images, parler de ses voix. Si on ne fait pas attention à ces choses, quand on voit tout le dispositif aujourd'hui qui est en train de s'installer aujourd'hui en Afrique avec quelques grands groupes qui sont là, qui rachètent tout, qui font la distribution, c'est que nous intégrons tout. Le Covid dont nous parlons, il deviendra un Covid médiatique. Et ça, cela a des implications sur l'éducation des enfants, sur le développement culturel. On parle de souveraineté. Qu'est-ce qu'un peuple souverain quand on a véritablement, j'allais dire, des audiences, des populations qui sont embrigadées par des gens qui ont beaucoup plus de moyens? Alors, la question de l'argent, on dira, oui, l'État ne peut pas tout faire. Le jour où on inscrira dans les priorités nationales la culture, la communication, les médias, et que de manière distincte, on ne tient pas compte, oui, lui, il fait de la politique, non, Constant va mettre un reportage qui me sera défavorable, ou Ziad va faire une publication, ou Marie-France écrira, en tout cas, tant qu'on sera dans cette configuration-là, on ne se développera pas. Alors, effectivement, il y a une question qui nous interpelle tous.
qu'est-ce que nous faisons également pour être en réseau, pour contribuer, pour être ensemble? Est-ce que moi, je vais tout le temps me battre sur l'information que Constant fait mieux que moi? Est-ce que je vais aller faire ce que Adama sait mieux faire que moi en termes d'économie, etc.? Pourquoi nous ne développons pas ces synergies-là? Pourquoi nous ne créons pas un réseau, avoir un répertoire des gens, un annuaire, avoir les numéros de téléphone, qui dispose de quoi, de quels outils, etc. Quelquefois, on n'a pas besoin d'aller avec armes, bagages et tout pour venir dans un pays déterminé, mais où on peut, effectivement, en mutualisant, en fédérant, avoir des contenus de qualité. Certains pays comme le Nigeria, dans ça l'a dit absolument. En Afrique, on parle d'Afrique. L'Afrique, c'est le développement illégal et combiné. Il y a plusieurs Afriques, il y a des Afriques. Donc, je pense que vraiment, il faut absolument que nous ayons dans ça et interpeller les pouvoirs publics de manière générale. Et souvent dans les pouvoirs publics, juste pour terminer sur ça, quelquefois, vous savez, il y a des chefs d'État, Constant en Corée, Jean en Corée, vous en connaissez tous, qui ont une véritable vision. Mais c'est dans les échelons inférieurs, intermédiaires, les gens qui, au jour le jour, doivent accompagner et mettre en place, c'est là où le bas blesse. Donc, nous sommes... Alors, voilà. Je voudrais vraiment t'entendre juste après par rapport à ce que tu dis sur le rôle du secteur privé aussi africain. Je vais juste rebondir pour présenter Adama Wade qui est aussi avec nous sur cette première session et je reviens vers toi, Mata, parce que je pense que tu soulignes un peu l'importance de la mutualisation des acteurs, l'importance aussi de la responsabilité des pouvoirs publics et des institutions africaines pour investir de manière efficace dans les médias. Mais quid du rôle de nos acteurs privés? Alors, Adama Wade, je me tourne vers toi. Tu es journaliste spécialisé en économie depuis plus de 20 ans, cofondateur en 2013 de Financial Afrique, une plateforme qu'on ne présente plus, qui est un véritable magazine panafricain mensuel, un site d'information spécialisé dans la finance. Récemment, tu as lancé Financial TV. Tu as aussi publié un essai, Le mythe de Tarzan, qui décrit le complexe géopolitique de l'Afrique. Quelle est la réalité du marché panafricain des médias aujourd'hui et quelles sont les principales difficultés qu'on rencontre quand on est un média en ligne africain? Merci d'abord de nous avoir conviés à ce panel de haut niveau. C'est toujours un challenge de parler après d'illustres confrères qui ont presque tout dit à l'entente de leurs propos. Je les salue tous. Alors, l'Afrique, concernant les médias, je pense qu'il y a un défi qui est là depuis très longtemps, c'est permettre à l'Afrique de faire entendre sa vision, son point de vue sur le monde et sur elle-même. Puisque jusque-là, la voix de l'Afrique, elle est complètement dominée par les grands médias, CNN, France 24, et tous ces médias donc, qui parlent de l'Afrique, mais avec le préjugé extérieur. Donc, le défi de tous médias aujourd'hui, c'est de raconter l'Afrique à partir de l'Afrique. La position géographique n'est pas pertinente, puisqu'avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec donc, la démultiplication des réels, puisqu'on n'est plus géographiquement à Paris quand on parle ou à Dakar, mais on est un petit peu dans un monde qui est virtuel, qui est créé par les deux plus grandes plateformes aujourd'hui qui amassent de la publicité, c'est Google et Facebook. 92% de la publicité dans le monde est amassée par ces deux grandes plateformes qui ne sont pas des médias puisqu'elles vendent des couches de bébés au transfert d'argent. Donc, c'est des plateformes globales américaines. C'est l'hégémonie vraiment du Yankee qui atteint son apogée. Les médias n'ont que 8% de cette part de publicité. En Afrique, le marché publicitaire est en construction, que ce soit dans le monde arabe, ou bien en Afrique anglophone, ou bien en Afrique francophone. Il n'y a pas de régulation du marché publicitaire, il n'y a pas de demand, il n'y a pas donc d'acteurs intermédiaires capables de capter et de mesurer les flux, donc de déterminer un marché publicitaire vraiment homogène. Donc, en absence de ces outils, nous avons plutôt une prédominance de l'interpersonnel en général. Donc, le relationnel compte beaucoup et souvent a tendance même à l'emporter sur la qualité. Mais là, on ne va pas vraiment s'en plaindre parce que tous les marchés passent par là, que ce soit les marchés financiers, les marchés publicitaires. Il y a un temps de maturation et je pense que depuis 7 ans, on a lancé Financial Afrique en 2013 avec quelques partenaires. Donc, depuis 2013, nous voyons une accélération
du marché publicitaire et du marché des médias en Afrique, puisque aujourd'hui, il y a juste une tendance qui est, à mon avis, la tendance prédominante, c'est que l'électeur s'informe par les réseaux sociaux. Selon Bloomberg, 30% des informations aujourd'hui transitent donc par ce canal. Et il y a une accélération 3 fois plus importante via l'information par les réseaux sociaux que les réseaux sociaux via la téléphonie mobile, ça c'est important, que via les autres canaux. Donc, je peux dire que le marché publicitaire africain est en construction. Il est quelque part trusté par, puisque c'est un marché, donc il y a des acteurs internes et externes, il est trusté par aussi les grands médias, les grandes agences internationales. Il ne faut pas s'en plaindre, il faut juste dire que l'Afrique doit s'organiser, les médias africains doivent s'organiser. Et je pense qu'une telle initiative, Seynabou, permet aux acteurs de se parler, parce qu'on se voit souvent, je rencontre souvent Constant entre avions, Matarsila, Marie-Roger et Ziad aussi, mais on n'a jamais le temps de parler dans l'espace de l'espace médiatique africain. Et là, je salue l'initiative et je reviendrai par la suite. Merci beaucoup, Adama. Alors, je reviens vers Constant. Je crois que Constant, l'une des raisons, je te titillais tout à l'heure en disant « j'arrive plus à trouver mon magazine Africa 24 », ces fameux dossiers sectoriels que vous faisiez et qu'on attendait parce qu'il y avait vraiment du contenu, il y avait de l'information, il y avait de la donnée. Et quand on veut investir sur l'Afrique, on cherche aussi à avoir ce type d'informations. Et je rebondis sur ce que vient de dire notre frère Adam Awad. J'en profite très rapidement pour saluer tous ceux qui nous rejoignent. Didier Akwete, qui est en Côte d'Ivoire. Je vois que les gens de Malaisie aussi sont présents. Je vous salue tous. Mamoudou Ibrakan, qui est aussi un patron de presse important au niveau du Sénégal. On vous salue, on vous remercie d'être avec nous. Constant Némalé, ce que vient de dire Adam Awad, c'est encore plus important quand on essaye de regarder que aujourd'hui, l'information qui touche instantanément de plus en plus de monde et de plus en plus directement, puisque maintenant on est dans une génération de mobinautes, les chiffres sur les réseaux sociaux en Afrique, Facebook, Instagram, LinkedIn sont absolument impressionnants. 168 millions d'utilisateurs inscrits sur Facebook, 31 millions d'utilisateurs inscrits sur Instagram, 24 sur LinkedIn. Quelle est la stratégie d'Africa 24 pour tirer profit de l'essor du digital ? D'abord, la première des choses qu'on doit clairement comprendre, la stratégie ou toute stratégie que vous développez, c'est pour pérenniser votre entité. Donc, on regarde le monde technologique, comment il évolue, on regarde les parcelles, comment ils évoluent, et on essaie d'en tirer. Moi, j'ai une qualité, peut-être si je peux me permettre ce point de vue, c'est que je n'ai pas créé Africa 24 en étant assis en me disant « Ah non, je crée parce qu'il faut le créer ». J'ai créé Africa 24 en faisant des études. J'ai créé Africa 24 en étant conscient de l'évolution de la technologie. Je travaillais pour le groupe Lagardère, pour le groupe M6, dans l'apport du digital. Quand nous avons créé Africa 24, j'avais un historique avant dans les médias, donc je savais qu'il y avait une évolution vers le digital, puisque j'ai commencé à travailler dans le digital en 1990 avec le groupe Lagardère. Et quand je crée Africa 24, j'ai l'expérience de 10 ans, 12 ans de Télésud. Donc je sais que l'image va prédominer, puisque nous sommes tellement naïfs qu'en réalité, une des premières chaînes de télévision qui a été créée sur l'ossature de ce que vous connaissez aujourd'hui comme étant YouTube, c'est Télésud. Et quand on parlait de travailler ensemble, il y a les acteurs de Télésud qui sont autour. Vous avez cité Didier Akwete, il était là. Vous avez cité Matarsila, il peut vous raconter le nombre de réunions qu'on a fait dans son bureau à TV5. Vous avez Alain Foucault, etc. Donc, c'est vous dire qu'on avait déjà une vision globale. Okay? Quelle est la stratégie pour demain? J'ai toujours dit une chose. Tant que vous contrôlez la qualité de votre contenu, voilà pourquoi on parle de contenu premium. Pourquoi Afrique Magazine marche? C'est un contenu premium. Pourquoi Label TV va fonctionner? Bon, Ziad, c'est vrai, il n'aime pas trop qu'on dise que ça marche. Il ne faut pas que les impôts lui tombent dessus comme sur nous facilement. On comprend. Il n'y a pas de souci. Mais
Vous prenez pourquoi Financial News marche? Parce que c'est un contenu premium. Pourquoi le débat africain, Archives d'Afrique marche? Google pourra avoir tout l'argent du monde. Google ne pourra jamais réussir à faire Archives d'Afrique, débat africain. Donc, la première des choses, c'est le contenu premium. Par quoi nous avons commencé notre réflexion en 2009 à Africa 24? Ma réflexion a été de dire, le monde évolue, le digital va tous nous manger et les gens auront moins de temps pour regarder la télé. Donc, il faut créer une télé où les gens vont consommer ce qu'ils ont envie de consommer dans le laps de temps qu'il leur manque. Donc, une étude, parce qu'à côté de ça, j'ai investi dans des grandes sociétés d'études, dont une première société qui a pour partenaire un organisme mondial, Africametrics. Je travaille toujours avec de la data. Une étude nous a montré que le temps d'écoute et le temps de concentration sur les journaux n'était pas de plus de 13 minutes par jour. Pourquoi je vais aller fabriquer un journal d'information de 60 minutes si quelqu'un ne peut pas passer 13 minutes pour regarder? Donc, en réalité, on a construit un modèle économique de télévision avec 3 éléments essentiels, Sénabou. Premier élément, la consommation qui correspond aux attentes des gens. Donc, le journal ne dépasse pas 13 minutes, le sujet TV ne dépasse pas 2 minutes 30. Deuxièmement, l'Afrique évolue. Ces histoires d'hommes politiques, d'intervention des régimes, etc., c'est vieux comme le monde. Ça n'a aucun impact. Quelqu'un qui vient vous expliquer aujourd'hui que c'est parce qu'un régime ou un État ne veut pas que mon média fonctionne, il peut y avoir de la pression dans des médias nationaux, dans des médias locaux. Moi, j'ai des clients qui sont des clients étatiques. Mais je n'attends pas après mes clients étatiques pour assurer la pérennité de mon entreprise. Si je ne marche pas, si j'échoue, c'est d'abord ma responsabilité de manager. Ce n'est pas la responsabilité d'un État ou d'un tiers. C'est d'abord la responsabilité de la stratégie que j'ai mis en place. Donc, c'était le deuxième point. Et pour conclure, le troisième point, le nerf de l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si vous ne pouvez pas rentabiliser, si vous ne pouvez pas rentrer des revenus après avoir installé quelque chose, après avoir installé une dynamique, mais vous plongez. Donc, quand on arrive à la réalité de l'argent, à la télévision, moi, je n'étais pas de la télévision, je venais de la presse écrite, j'avais fait ce que j'avais fait, mais j'avais constaté un certain nombre de choses. Quand nous sommes arrivés à Africa 24 en 2009, nous avions, au bout d'un an et demi, une audience qui a été faite par CNN, qui nous a positionnés devant France 24, devant TV5, etc. On avait comme régie la filiale de France Télévisions Publicité. Budget 5 millions d'euros pour nous. Vous savez quelles a été les recettes que France Télévisions Publicité nous a amenées au bout d'un an de contrat? Je vais vous dire, pour ne pas les froisser. Première année, 100 000 euros. Vous avez 5 millions d'euros de dépenses et la régie vient en disant, je veux votre exclusivité et elle vous amène 100 000 euros. Deuxième année, 129 000 euros. Mais moralité, qu'est-ce que j'ai fait? Une des filiales que j'avais, j'ai dû développer ma propre régie pour aller chercher mes clients. Et là, vous parlez de narratif. Quand ma régie s'est développée pour aller chercher des clients, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ben, j'ai trouvé des gens qui parlaient, c'est-à-dire des gens qui allaient rencontrer les annonceurs et leur disaient, vous savez, les Africains ne sont pas sérieux, ils ne savent pas faire des médias, ils ne savent pas faire ci, ils ne peuvent pas réagir comme ça. Mais j'ai développé avec les mêmes normes. Moralité, au bout de 12 mois et demi, la régie ad hoc que nous avons développée a fait un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros. Voilà la réalité. Sur 10 ans, on a eu à peu près 60 millions d'euros de recettes publicitaires. Ce n'est pas suffisant pour couvrir les charges, pour couvrir les développements que nous avons. Nous sommes partis de 120 employés en Europe à moins de 30 employés en Europe, 90 en Afrique. Et Marie-France en parlait tout à l'heure, 99% de notre contenu vient du continent. Même toutes les émissions internationales qu'on avait, on les a retirées. 1, il faut parler d'Afrique parce que ce narratif-là, on en a besoin. 2, il faut aller convaincre un à un les publicitaires, les marchés. Troisièmement,
Il faut avoir une démarche solidaire. Mais cette démarche, on a cherché à la voir tous ensemble. Je parlais avec Mata, je parlais avec Ziad, on a réfléchi à des projets en commun, je parlais avec Adama. Effectivement, on a un tort de ne pas avoir réussi à se mettre en commun. Et récemment, je parlais à des grands financiers qui m'ont dit, mais pourquoi vous, tous les médias, vous ne vous mettez pas tous ensemble? Moi, j'ai toujours dit chiche. Je suis le propriétaire de la marque Africa 24, elle m'appartient. Mais vous pensez que je serais malheureux demain si Maktar il a une part, si Adama il a une part, etc., qu'on puisse se mettre tous ensemble? Non. C'est un défi à venir, mais le défi que nous avons à relever aujourd'hui, c'est la qualité du produit, la qualité de la pérennité de ce produit, la qualité des annonceurs. Et c'est un crime. Je mesure mes mots, ce que je vais dire là. Et vous devez bien comprendre cet aspect. L'Afrique dépense aujourd'hui en moyenne, les pays africains, dans leur globalité, c'est-à-dire pouvoir public, pouvoir économique privé, dépensent en moyenne 30 millions d'euros par an pour leur promotion, valorisation, achat publicitaire, vous voyez le Égypte Tourisme, etc. Moins de 5% de ce produit qu'ils dépensent est consommé dans les médias africains. Ça veut dire qu'ils prennent 95% de leurs ressources pour aller mettre dans les mains des gens qui n'ont pas intérêt à travailler avec eux, qui sont déjà riches de leurs propres ressources et qui demain vont les combattre. Donc, il nous faut nous rassembler. Ils vous font vos propres annonceurs, vos propres partenaires, vos propres États vous font la guerre. Parce que quand vous faites cette démarche, ça veut dire que vous faites la guerre à ceux que vous êtes censés porter. Voilà la réalité. Vous les entraînez, vous les affaiblissez, mais quand les autres vous attaquent, vous leur demandez à eux d'être plus forts pour répondre. Exactement. Donc ça, c'est vraiment un point qui est essentiel. Merci à toi, Constant. On a pas mal de questions qui tombent. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes pour répondre à toutes les questions. L'échange est très riche. Je crois que la prochaine fois, on devra augmenter le temps. Je voudrais rapidement me tourner vers Matar Sylla. Matar, ce que dit Constant et ce que tu commençais à aborder tout à l'heure, ça pose la question aujourd'hui du secteur privé africain. Est-ce que nos entreprises africaines mettent des budgets, financent, croient en nos médias et quid de la manière de pouvoir aussi davantage mobiliser le secteur privé dans le financement de ces médias africains? Oui, non, je pense que vraiment… Plus indépendant. Hein. Non, mais absolument, mais vraiment, Constant, il a tout dit. En donnant des chiffres, des trucs très précis, c'est exactement de cette manière que ça se passe. Il y a un complexe, mais véritablement, j'allais dire congénital, une sorte un peu de masochisme étatique. Ils donnent le fouet aux gens qui vont les fouetter et effectivement, quand ils ont besoin de nous, on essaie de nous mobiliser. Le positionnement, il l'a dit, il est là. Label TV, de la même manière que lui le fait dans l'info. Mais c'est 100% de contenu africain, parce que je me suis dit, je ne vais pas essayer de faire les mêmes choses que toutes les chaînes, j'allais dire, occidentales, asiatiques ou autres. Je ne ferai jamais comme eux. Ils le font déjà très, très bien. Mais comment je me positionne sur le continent africain? En utilisant au moins 2 langues, que sont l'anglais et le français, en disant qu'est-ce que je fais en termes de programmes qui sortent de la politique et des trucs traditionnels que l'on voit, y compris de de la politique. Comment je fais pour construire une véritable équipe internationale? Dans mes équipes, j'ai l'ancien directeur général de la radio-télévision ivoirienne, à Bokeh, j'ai d'autres gens, j'ai des Nigérians, etc. Donc, c'est tout ça qu'on a voulu bâtir, que lui, il a voulu bâtir, que d'autres essaient de faire. Comme Ziad l'a dit au début, nous sommes tous dans une logique un peu panafricaine, etc. Mais la responsabilité des pouvoirs politiques, des pouvoirs politiques est incontestable. Le secteur privé aussi africain, il faut qu'ils se rendent compte. Souvent, ils ont quelquefois peur du fisc. C'est pourquoi ils ne font pas la publicité. D'autres vous diront non, ils ne comprennent pas l'enjeu de la publicité. Ils pensent que c'est une dépense plus qu'un investissement. Il y a tout un travail de persuasion et de conviction. Mais je crois que ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est qu'au sortir de ces réunions, y compris avec les gens qui viendront dans les panels qui suivent, que nous puissions créer un réseau, que nous puissions commencer à nous concerter. Constant l'a dit, de la même manière qu'il le dit, nous également dans le groupe, on est prêts à ouvrir, à faire des fusions, à faire des alliances. Parce que nous sommes arrivés à des moments de notre carrière, je ne dirais pas qu'on n'a plus rien à prouver, mais avec l'âge que nous avons et toutes ces choses-là, c'est surtout, nous sommes dans une perspective de léguer quelque chose à la jeunesse africaine, d'offrir des opportunités à la jeunesse africaine en termes d'emploi, de formation, dans des métiers qui sont des métiers structurants et porteurs. Donc, je pense que véritablement, il faut qu'on se mette ensemble, qu'on partage des contenus. Et merci à toi d'avoir organisé ce qui permet cet échange.
de nous retrouver et tout. Allons vraiment vers la suite pour constituer quelque chose de fort, avoir nos propres études d'auditoire, d'audience, avoir nos propres canaux de distribution, avoir nos propres sociétés de distribution, nos propres structures de formation, sans être fermés. La preuve tangible est là, c'est Marie-France. C'est pas une histoire ni de couleur, ni de truc, ni de nationalité. C'est un engagement fort, une conviction pour un continent qui a besoin de se relever, de marcher et d'avancer. La démarche est lancée et engagée. Je crois que ça signe aussi le démarrage de quelque chose. À nous d'être à la hauteur de la responsabilité, parce que je crois qu'elle nous dépasse aussi, hein, vraiment pour le coup. Je vais prendre la question de Lamia Bassim qui nous dit, et je vais demander à Ziad Liman de bien vouloir lui répondre, est-ce qu'on peut parler d'un changement de comportement du consommateur? Bah oui, évidemment, le consommateur des années 2020, ce n'est pas le même que celui des années 2000, c'est pas le même que… nous, on est une génération grosso modo post-indépendance, donc on est très marqué encore par les problématiques d'indépendance, de liberté, de construction politique, etc. La génération qui est là aujourd'hui, en dehors du fait que c'est aussi une génération qui est fortement marquée par la pandémie maintenant, donc ça va jouer dans les mois et les années à venir, mais c'est une génération qui est plus intéressée peut-être par l'émancipation économique, par le développement, par la croissance. Vous regardez, c'est vrai qu'il y a beaucoup de blabla dans le discours sur l'émergence, mais il y a aussi un fond de réalité. Quand vous croisez tous ces jeunes entrepreneurs qui ont envie de faire des boîtes, qui ont envie de construire, qui ont envie de rentrer, c'est très nouveau ça, le retour. Avant, le retour, c'était juste un truc pas possible. Pourquoi je vais aller gagner une misère au pays? Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes diplômés ou de types qui ont fait des études à l'étranger qui ont envie de rentrer, soit le plus souvent dans le secteur privé, parce que malheureusement, le secteur public ne paye pas. Donc ça influe forcément sur la manière dont on couvre l'actualité continentale, parce que ces gens-là n'ont pas forcément les mêmes préoccupations que nous avions. Ce qui pose d'ailleurs la question des âges du capitaine. Oui. C'est très important que dans les entreprises médias, il y ait des structures de management éditorial qui représentent un peu toute la couche, je veux dire tout l'arbre démographique et tout l'arbre culturel de l'Afrique. On ne peut pas ne fonctionner qu'avec des Tunisiens ou qu'avec des Sénégalais de 50 ans. Il faut qu'on ait des gens, qu'on arrive à faire venir des gens de différents mondes africains et de différents âges pour créer cette énergie. Donc, encore une fois, je pense que sur le fond, on n'a pas… je ne pense pas qu'on manque d'idées, encore une fois. Je ne pense pas qu'on manque de références sur comment avancer, comment faire les choses. Ce qui manque, c'est un fonctionnement financier plus cohérent et qui nous permette un peu plus d'indépendance. Ceci dit, tout le monde médiatique souffre. Il y a pas, je veux dire, nous, en Afrique, on souffre plus que les autres parce qu'on a plus de problèmes de pauvreté ou de retard économique. Mais en Europe, les entreprises médiatiques, les entreprises médias souffraient avant, et le Covid va faire un effet absolument dévastateur sur un certain nombre de business qui n'ont pas bougé plus vite, etc. La technologie digitale est en train de transformer des institutions, je ne veux pas citer de chiffres, mais quand vous voyez qu'une institution comme le New York Times ou une institution comme Le Monde est passée de 80% de clients papier à 20% de clients papier en l'espace de quelques années, c'est énorme. Mais quand vous faites ça, ce qu'on ne dit pas, c'est le nombre de dizaines de millions d'euros qui ont été engloutis dans cette transformation numérique. Oui. Et que les actionnaires ont mis, et que les États, plus ou moins, ça dépend des pays, ont plus ou moins soutenu, soit par des incitations fiscales, soit par toutes sortes de mécanismes. Donc, encore une fois, moi, je pense que le problème, ce n'est pas forcément les idées. Je crois que l'Afrique a des idées, on a des idées, on sent les choses. Notre problème, c'est un problème de financement et d'accès à la transformation de ces consommateurs de médias en ce qu'ils deviennent des consommateurs payants. Et qu'ils acceptent d'être des consommateurs payants, déjà, digital, ce qui n'est pas facile, mais aussi qu'ils achètent de la presse, qu'ils s'abonnent sur les réseaux pour avoir de la télévision, qu'ils prennent des abonnements numériques. Enfin, voilà, il faut que… Ce n'est pas gratuit, quoi. Ça doit être une chaîne vertueuse. Merci beaucoup, Ziad. On va prendre une dernière question. Je crois que c'est le Burkina Faso qui nous interroge, Jacob Sawadogo. La question, je vais la poser à Marie-France Réveillard. Toi qui as côtoyé à la fois l'environnement francophone et anglophone, est-ce qu'il existe aujourd'hui un cadre où les journalistes africains, francophones et anglophones, peuvent échanger et surtout fédérer leurs efforts afin d'élaborer une stratégie qui permet de faire évoluer l'écosystème des médias africains? Marie-France, est-ce que ça existe? Oui. Écoute, pas à ma connaissance.
Hein. Peut-être que ça existe, il y a certainement des initiatives qui convergent, mais honnêtement, moi, je ne vois pas trop de connexion entre les journalistes kenyans, par exemple, et burkinabés, ou même kenyans et sud-africains, par exemple. Non. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Je pense que c'est Constant qui a dit ça. C'est des réalités économiques tellement différentes, des pratiques tellement différentes au Kenya. Une chaîne, il y a beaucoup de chaînes privées qui fonctionnent selon des modèles américains. Donc là, on est dans un hyper-professionnalisme avec des moyens, des fonds. Puis à côté de ça, il y a plein de petits acteurs locaux qui se battent pour essayer de dénicher des informations. Il y a la concurrence des Chinois. CCTV, CGTN qui sont très, très présents là-bas. Donc, c'est des mondes complètement différents. Hein, et même au Maghreb, parce que nous, on a un bureau à Casa, c'est quand même aussi une autre réalité que ce qu'on peut trouver dans les régions subsahariennes. Donc, je pense qu'effectivement, ça pourrait être une initiative intéressante. Mais bon, après, c'est quand même 55 pays. Donc, c'est pas si simple. Il doit exister peut-être une plateforme pour réunir, rassembler les journalistes européens, mais après, avec quelle effectivité, etc., ça, je ne sais pas. Pour moi, ce qui est important, c'est la question du fonds, des moyens financiers pour pouvoir apporter une vraie valeur ajoutée, parce que c'est ça qui permettra de retenir nos téléspectateurs, nos auditeurs, nos lecteurs, nos internautes face à la profusion d'informations gratuites sur Internet. Nous, on a besoin de temps, d'argent pour faire des investigations et apporter une vraie valeur ajoutée. Merci beaucoup, Marie-France. Alors, on va juste prendre une dernière… Adama, je voudrais t'entendre sur le digital. On l'a un peu abordé, mais je crois que c'est vraiment… Vous avez fait un virage à 360 degrés et peut-être le Covid qu'on vient de traverser a montré à quel point aujourd'hui les plateformes digitales fonctionnent parce qu'elles permettent d'avoir de l'information en temps réel. Est-ce que tu peux nous partager peut-être quelques éléments que tu retiens, que tu as observés de la période que nous avons traversée, ou qu'on continue à traverser d'ailleurs, et sur les conséquences que ça a eu sur votre modèle économique au niveau de Financial Afrique? Très rapidement. Et on va continuer. Hein. Naturellement, j'invite tous les participants à rester. Il y a certaines questions qui pourront être abordées dans la deuxième partie que nous allons entamer avec nos autres panélistes qui nous attendent. Adama, je parlerai du modèle économique parce qu'il y a deux choses dans le journalisme. Il y a une chose qui est constante, qui ne change jamais, c'est la production de l'information selon les canons de la profession, etc. Et tout. Par contre, il y a une chose qui est en changement constant selon les années, c'est la relation lecteur, la relation client pour vous les marketeurs, mais nous, c'est la relation lecteur. C'est le canal, en fait, pour atteindre le lecteur. Aujourd'hui, ce canal passe par les réseaux sociaux, par Google, par Facebook. Et je vous rappelle qu'il y a quelques années, on croyait que Google allait tuer les médias. À un certain moment, la presse espagnole même avait voulu se retirer de Google en disant que oui, vous volez notre contenu. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous le constatez avec la même intensité que nous, on le constate ici à Dakar, c'est avec Google que les médias africains ont survécu. Google aujourd'hui rapporte, par exemple, pour nous, Financial Afrique, puisqu'on parle du modèle économique, à peu près presque les mêmes recettes que les recettes de la publicité. Il y a une année, on n'aurait jamais cru à cela. Entre-temps, je peux vous dire que depuis qu'il y a eu le Covid, nous enregistrons une augmentation de 600% comment on les appelle? Est-ce que c'est visiteurs uniques ou lecteurs ou internautes? On est à plus de 100 000 lectures par jour. Il y a une année, vous l'auriez dit, j'aurais répondu de ma chaise pour dire non, ça, vous parlez de quel média, ce n'est pas nous. Donc, les modèles économiques sont en remise de questions permanentes et on doit rester tous, à mon avis, c'est peut-être le mot de la fin pour moi, on doit rester à l'écoute du marché, c'est le marché qui régule, c'est la sanction du marché, elle est importante, on ne peut pas parler de plateforme afro-anglophone et tout ça, prendre en compte les besoins du marché, c'est-à-dire finalement le lecteur qui est le censeur suprême. Merci beaucoup. Merci à chacun d'entre vous. De toute façon, vous restez avec nous pour cette deuxième partie avec d'autres intervenants. Ziane me fait un signe, à mon avis, je crois que c'est la réunion de rédaction qui doit commencer. Non, nous, on est en demi-confinement à Paris, donc on a des problèmes logistiques liés aux enfants, aux écoles, etc. On a redécouvert nos enfants ici en France, donc
j'ai des contraintes de ce type-là. Voilà. Ça fait partie aussi de vos réalités du moment. En tout cas, de toute façon, je rappelle que l'intégrale de cette session, de ce premier Global Mind Talk, est disponible en live sur Facebook. On vous partagera également sur YouTube l'intégrale de cette session. Je vous remercie. Cette discussion a été très importante parce que tous les intervenants, Constant Némalé, Matar Silla, Ziad Imam, Marie-France Réveillard, Adam Awad, vous avez rappelé quelque chose de fondamental. Nous devons aujourd'hui mutualiser, travailler en synergie. Il y a des enjeux, il y a des réalités. C'est la seule manière de pouvoir les dépasser de manière efficace. Essayons de le faire habilement. En tout cas, ça sonne comme un rendez-vous. À nous de faire avancer les choses en passant sur les enjeux qui sont les plus prioritaires et en essayant d'avancer au mieux. En tout cas, je vous renouvelle mes remerciements pour vos contributions qui étaient juste indispensables à faire avancer ce sujet qui, je le rappelle, n'est pas nouveau. À nous de trouver des solutions, par contre. Alors, on va continuer avec la deuxième partie de cette session talk sur une thématique tout aussi importante, finalement, qui est l'enchaînement logique de ce que nous venons de dire. Nos intervenants sur cette première partie ont campé le décor, ont rappelé les chiffres clés, les réalités, ont partagé leur expérience et tout ça, ça nous permet aujourd'hui d'aborder plus sereinement quelles sont les solutions pour voir émerger des médias africains qui soient forts, qui soient indépendants et qui puissent valoriser cette fameuse bataille du contenu. Alors, je vais inviter Ziad à couper le micro. Nous sommes arrivés jusqu'au camp Tchatchi. Voilà, on va couper le micro pour ne pas être gêné sur la deuxième partie. Que ce soit les maisons, que ce soit l'hôpital et des écoles construites au camp Tchatchi. Et le chef, exactement, il était très content de ça. Ça, je confirme. Merci. Merci. Je veux de préoccupations. Alors, sur cette deuxième session, nous avons la chance d'avoir des intervenants juste incroyables. Ce sont de véritables passionnés de la profondeur, des engagés du terrain qui ont aussi beaucoup d'expérience, qui vont pouvoir drafter des pistes de solutions pour réussir à faire émerger des médias africains émergents. Alors, quelles solutions pour faire émerger les médias d'Afrique? Il y a peut-être des informations qu'il faut qu'on rappelle. Plus de 3 millions de personnes regardent la télévision dans les grandes villes du Cameroun et consacrent en moyenne 4 heures et 37 minutes chaque jour à la télévision. Deuxième chiffre important, en Côte d'Ivoire, c'est plus de 2 millions de personnes, soit environ 89% des ménages de Bouaké et d'Abidjan, qui sont connectés sur leurs écrans de télévision. Plus d'1 million de personnes écoutent la radio pour une durée moyenne de 3 heures par jour et par personne au niveau du Cameroun. Donc, on voit qu'aujourd'hui, les médias sont une plateforme extraordinaire. Dès lors, on peut se poser une question. Quels sont les programmes les plus prisés par les Africains? Quelle place pour les contenus éducatifs et comment renforcer la qualité et la nature des contenus? Comment nos médias peuvent-ils parvenir à contribuer à positionner valablement le narratif, le récit africain? Je me tourne vers Alain Foka. Je voudrais juste m'assurer que tout le monde est bien là. On va mettre voilà, la vidéo. Alain Foka, merci infiniment d'être avec nous. Tu es journaliste. Tu as fait toutes tes classes dans plusieurs grands médias, hein, France Inter, Europe 1, La 5. Tu as couvert des zones de conflit en tant que journaliste reporter. Et oui, tu as aussi fait ça, reporter d'images. Depuis 1994, c'est à Radio France Internationale que tu as posé tes valises. Je gage qu'un jour, nous pourrons encore plus profiter de ton talent et de ton savoir-faire pour les médias en Afrique. Tu produis de nombreux magazines, dont le Débat africain, qui est vraiment un produit dont nous sommes tous extrêmement fiers. Un espace de rencontre et d'échange des décideurs et d'intellectuels du continent africain. Et tu es à l'origine de la série documentaire Archives d'Afrique. On n'en rate pas un. C'est bien amené, c'est bien dit. J'attends avec impatience le prochain. Je crois que mon petit doigt me dit que ça viendra d'un grand homme qui a beaucoup contribué à l'émergence africaine et qui est au Sénégal. Je ne donne pas de nom. Si tu veux le faire, tu le feras. En 2016, tu as été célébré aussi pour le travail remarquable que tu fais, puisque tu as reçu le prix Nelson Mandela du meilleur journaliste.
Alors, moi, j'ai une question qui me vient. Il y a un message que tu me donnes souvent quand on a la chance d'échanger tous les deux. L'histoire de la chasse doit cesser d'être racontée par le seul chasseur. L'Afrique doit avoir son propre narratif. Cela passe par l'éclosion de médias de qualité et d'hommes de médias professionnels, bien formés et résolument panafricains. Fort de tes 30 années d'expérience, Alain Foka, comment réussir cette nécessaire combinaison? D'abord, merci de m'inviter. Hein. Ça fait plaisir d'être là. Et puis, ce nouvel outil qui nous fait être dans notre salon pour discuter à distance avec tout le monde, c'est formidable. On se rend compte à quel point on a vieilli et comment les choses changent. Et la question que l'on pose aujourd'hui, de mon point de vue, j'ai écouté le premier panel qui était extraordinaire, avec des personnes qui savaient de quoi elles parlaient. Mais moi, je suis persuadé qu'il y a suffisamment de télévision, suffisamment de supports en Afrique pour qu'il n'y ait pas besoin d'en créer d'autres. Il ne s'agit pas de créer de nouvelles télévisions. Maintenant, comment faire que ces télévisions gagnent de la crédibilité? Pour moi, de mon point de vue, le plus important, c'est dans le contenu. Le contenu, tout simplement. Nous devons avoir notre narratif. Il faut qu'on arrête de se gausser, de se contenter du regard que les autres ont sur nous. Nous devons être fiers de nous, être fiers de ce que nous sommes. Par conséquent, nous devons avoir notre propre histoire, raconter notre propre histoire. Ces derniers temps, je me suis rendu compte que la plupart de nos dirigeants, pas seulement politiques, quand ils veulent faire une grande annonce, ils vont faire ça sur les médias internationaux, à l'extérieur du continent. Ils disent, c'est là-bas qu'on regarde. Jamais ils ne se disent, si on avait donné les mêmes budgets aux médias locaux, ça donnerait un peu plus de confiance et on produirait des choses intéressantes. Oui, faire des télévisions, mais la télévision doit avoir des produits qui captent les gens. Si vous faites de bons produits, les Africains vont regarder. Mais pour faire de bons produits, il faut des moyens. Alors vous avez dit, parlons très concret. Là, on est totalement orienté solution. Oui. Pour moi, aujourd'hui, l'urgence, la plus grande urgence, c'est de dire aux journalistes, de dire à tous les confrères, je n'ai pas de leçon à donner, hein, c'est une proposition de ma part. Faisons des choses qui plaisent aux Africains. Nous avons notre vécu, nous avons notre histoire, nous avons notre façon d'être et les gens ont envie de nous regarder. Je prends toujours cet exemple qui est marquant, très marquant. Aujourd'hui, pendant longtemps, j'avais des amis qui vendaient des programmes de télévision et ils allaient acheter ça au Mexique, etc. La mode, c'était les telenovelas. Les grandes telenovelas, tout le monde connaissait Marimar et compagnie. Quand j'arrivais en Afrique, je suis parti depuis une quarantaine d'années, mais quand j'arrivais en Afrique, tout le monde me parlait de Marimar. C'était ça la référence. Et ceux qui étaient un peu plus âgés, vous parlez de Dallas, de Dynasty, etc., etc. Ça veut dire qu'on vivait au rythme des autres. Ce qu'ils nous proposaient, c'était ça qui était bien. Les petites filles avaient envie de ressembler aux stars de Marimar. C'était une colonisation de l'esprit qui était forte. Depuis quelque temps, à la faveur des conseils de ma femme, j'ai regardé une série, je ne sais pas si on m'entend, j'ai regardé une série qui était intéressante. On t'entend très bien. Voilà, un feuilleton fait par des Sénégalais. Il y a un nouveau pôle de fabrication des feuilletons en Afrique. Je ne toutes les femmes africaines regardaient, comment ça s'appelle, la maîtresse d'un homme marié. Ou encore maîtresse d'un homme marié. Ou il y en a un autre qui s'appelle un truc dans ce style. Toutes les femmes ne regardent comme Marodi et consorts, hein, qui sont des sociétés de production africaines, sénégalaises. Elles marchent. D'un coup, il y a des annonceurs dessus. D'un coup, les Africains se jettent dessus. Quand vous regardez le nombre de vues, c'est impressionnant. Ça veut dire que les Africains ont envie qu'on leur montre ce qu'ils sont, qu'on leur donne des belles choses. Et là, c'est bien filmé, avec des beaux décors, avec des personnes belles, avec des femmes qui ne sont pas à l'image de ce qu'on montre généralement, parce que quand on montre les femmes africaines sur les grands médias internationaux, c'est des personnes qui souffrent, qui sont dans une chambre avec un vieux monsieur qui arrive et qui soulève juste le pagne. Je parle de façon un peu vulgaire, mais c'est à peine caricatural. Le moment est venu pour nous, journalistes, d'être moins dans le hard news pour produire du documentaire, pour produire, quand on est dans la culture, des choses belles à proposer aux Africains.
parce que les Africains ont envie de se voir tels qu'ils sont, et non plus à travers les yeux des autres. Et ça, c'est notre responsabilité première. Je pense qu'on a assez pleuré, qu'on s'est assez plaint des autres, qui nous colonisent par leurs médias, qui nous colonisent par les modèles qu'ils nous proposent. Mais une fois qu'on a fait le constat, on ne va pas passer toute la vie à pleurer. Il doit arriver un moment où on doit se dire, bon, OK, on a compris, il n'y a pas d'amitié entre les États, il n'y a que des intérêts. Maintenant, à nous d'être jaloux de nos intérêts. Mettons-nous au travail, fabriquons des produits pour séduire les Africains. Quand vous arrivez au Nigeria, les gens ne consomment pas en matière média des choses qui viennent d'ailleurs. Ils regardent leurs telenovelas qui sont du Nollywood. Ils regardent les programmes locaux. Quand vous allez en discothèque au Nigeria, vous dansez nigérian jusqu'à ce que vous partiez de là-bas, même si vous partez au petit matin. Ça veut dire qu'il y a un produit réel chez nous. C'est à nous de le mettre en valeur. Et je pense que le jour où on mettra en valeur notre narratif, où on aura un vrai narratif, qu'on met sur nos médias seront puissants, on aura des champions. Là, je voyais tout à l'heure Maktar, il a la Belle TV. Je voyais mon ami et frère Constant Nemalé également. Il a Africa 24. Et je ne vais pas tous les citer. Je voyais Ziad. Si on se met ensemble et qu'on leur donne les programmes qu'il faut, ceux qui arrivent sur le continent pourront faire ce qu'ils veulent et ne pourront pas raconter de la même manière que nous. J'ai une toute petite expérience, une expérience qui est celle d'Archives d'Afrique. Quand j'ai fait Archives d'Afrique, j'ai dit je vais être propriétaire d'Archives d'Afrique. J'ai les droits d'Archives d'Afrique, je ne les ai jamais donnés à la chaîne qui m'emploie. J'ai dit je vais faire un modèle économique et j'ai fait des coffrets. J'ai été le premier surpris de voir combien les Africains ont acheté les coffrets, c'est-à-dire les grands médias internationaux, et j'écoutais Constant tout à l'heure qui parlait de Google et autres, ces grands médias sont venus me voir pour acheter les droits d'Archives d'Afrique. Mais cette Archives d'Afrique, aujourd'hui, l'idée c'est de dire, j'appelle tous les patrons de télévision africains à dire, diffusons ça. Je n'ai rien contre ça. Et vous verrez que les gens se jetteront dessus. On a fait l'expérience sur 2 chaînes, Vox Africa et Equinox, et ils n'ont jamais eu l'audience qu'ils ont eue en regardant Archives d'Afrique. On pourrait multiplier des débats, des sujets comme cela à profusion. Mais c'est à nous de fabriquer notre narratif, de ne plus seulement regarder ces belles femmes que l'on nous propose au Brésil et autres à la télévision en croyant que c'est ça le modèle. Non, on a les meilleurs chez nous. C'est à nous de mieux les montrer et de les mettre en valeur et de ne pas en avoir honte. Exactement, d'autant que ça contribue aussi à l'éveil des consciences, à la valorisation de ce que nous sommes. Merci infiniment, Alain Foka. J'en profite pour vous partager aussi les contributions des internautes. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Je sais qu'on n'aura pas forcément le temps de réagir à tout, mais je vous en partage quelques-unes. Abdoulaye qui nous dit merci pour la richesse et la consistance des interventions. Un excellent point de départ pour le nouvel ordre africain médiatique. Vivement la suite, vivement la deuxième partie. Je suis Régis Socoupé, je suis très intéressée par la nécessité d'agir pour le propre narratif africain. Comment construire dans ce cas un récit? On voit qu'il y a des contributions qui sont très intéressantes. Alors je me tourne, en tout cas qu'il y a une envie de contribuer. Alioune Gueye, tu es un serial entrepreneur. En 99, tu as créé le groupe Afrique Challenge, l'Afrique qui ose, à Casablanca, pour offrir aux entreprises et institutions publiques et privées africaines un espace de renforcement des capacités des dirigeants et du middle management, entre autres. On te qualifie vraiment comme étant quelqu'un qui a, en tout cas moi c'est les mots qui me viennent, la générosité, une âme bienveillante, et tu donnes depuis plusieurs années déjà énormément de ton temps, de ton savoir-faire, de ton expertise au service de la jeunesse africaine, puisque vous avez lancé avec ton partenaire Hub Africa, qui est une initiative qui permet justement d'accompagner le développement des PME, des startups. Je fais un clin d'œil aussi à notre frère Didier Akwete, parce que SMI Africa Champion, c'est aussi ça, la logique dans laquelle vous vous êtes engagé, de faire en sorte de monter le niveau de nos entreprises africaines et de les accompagner parce qu'elles sont souvent assez seules. Alors, sur le sujet qui nous intéresse, Alain Foka l'a rappelé, le sujet, c'est quelles solutions? Concrètement, quelles sont les solutions qu'on peut trouver, qu'on peut apporter pour améliorer, pour renforcer les médias qui existent déjà sur le continent africain? Et la question qui me vient, c'est quelle stratégie pour financer le développement de nos médias? Merci beaucoup, Seynabou. Merci en tout cas à tous les confrères qui sont
je m'invite comme confrère. Hein. En fait, moi, je suis un intrus, je ne suis pas un homme des médias. Bien que tu es aussi un média, hein, Afrique Business Journal. J'y suis venu un peu par accident, en réalité, parce que dire l'Afrique qui ose, c'est justement être capable de prendre l'initiative et de ne pas être simplement un enjeu dans la stratégie des autres acteurs. Je pense que ça donne un peu cette impression quand je regarde, et j'ai écouté avec beaucoup d'attention, merci en tout cas à tous ces grands professionnels qu'on respecte beaucoup, qui sont intervenus tout à l'heure. On a l'impression que nous sommes invités à un mariage et à ce grand banquet, nous allons manger les restes, je dirais, dans la cuisine. C'est un peu comme ça que je vois ça. Et je pense que très rapidement, il nous faut aller vers les solutions. Au fil de ce que nous avons entendu, je pense qu'il y a déjà la question, pour moi, impérative de l'élaboration vraiment d'une stratégie. Ce n'est pas pour faire un plan stratégique de plus, mais c'est de faire un plan stratégique du plus. Parce qu'effectivement, on a compris que beaucoup de plans dits d'émergence ou national de développement, ce sont les différents pays avec lesquels on se gargarise, en réalité, n'abordent pas la question centrale des médias, alors que derrière, dans une démarche d'intelligence économique bien comprise, notre continent, qui est le continent d'avenir, mais on a très, très peu, effectivement, de data. Un des panélistes l'a évoqué tout à l'heure. Donc, quand je regarde en l'espace de 10 ans, au fil de l'eau où notre magazine existe, c'est aujourd'hui quasiment 8000 pages de contenu qui intéressent des zones d'entreprise. Alors, c'est vrai, on a évoqué tout à l'heure la question du divertissement, des documentaires, etc. Mais c'est un des points qu'il ne faut pas oublier. C'est aujourd'hui qui paye. À un moment où tout le monde regarde, et le rebond qui va se préparer, tout le monde regarde vers le continent parce que c'est là qu'il y a le plus de choses à faire, c'est là qu'il y a le plus de business à venir. Malheureusement, nous ne sommes pas prêts. Nous n'avons pas les informations par rapport à nos différents secteurs et nous n'avons pas les champions qui sont prêts. Et c'est pour ça que je suis complètement convaincu qu'il faut aujourd'hui monter littéralement une mafia des honnêtes gens. Parce que tous ceux qui sont autour de la table sont des gens qui sont crédibles, qui sont légitimes dans leur métier, de manière à ce qu'on aille vers plus d'intelligence collective. Et chacun, je pense, dans ses parcours individuels, a vu finalement quelle était la limite de ce cheminement et qu'il fallait à un moment donné avoir une espèce je dirais, de champion africain avec des rédactions ici et là, de manière à ce que, également, et c'est un deuxième sujet, de faire entendre la voix du continent. Et c'est pour ça que quand je regarde un peu dans d'autres espaces, je vis au Maroc, quand je regarde, je dirais, aujourd'hui le Maroc, une entreprise comme Média TV, eh bien, l'État est, je dirais, un actionnaire essentiel. Le privé également est un actionnaire essentiel. Je ne vous parle pas de Al Jazeera, qui appartient au Cheikh Al Thani. Je ne vous parle pas de Mediacorp à Singapour, qui appartient intégralement au fonds souverain Temasek. Donc aujourd'hui, n'oublions pas la dimension au-delà des… Là, nous avons des professionnels des médias qui maîtrisent la technologie, etc. Là, je suis sur l'aspect qui est une dimension d'influence, avec tous les effets d'entraînement économique, je dirais, que l'on peut en déduire. Étant entendu qu'il y a là toute une question de chaîne d'information où on se rend bien compte qu'il y a des trous dans l'écosystème. Entre ceux qui produisent, ceux qui diffusent, comment est-ce qu'on collecte la pub, etc. etc. C'est pour ça, je réponds maintenant à ta question, et c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, tant que les décideurs, publics comme du privé, n'ont pas compris que c'est un outil extrêmement important, on va continuer des débats comme ça, on ne bougera pas. Il faut donc des fonds stratégiques dédiés justement aux médias et qu'on comprenne bien que ça dépasse les individus. Aujourd'hui, il y a un problème de souveraineté en termes d'information, de production de l'information. Malheureusement, nous ne sommes pas entendus, nous ne sommes pas écoutés. À nous d'engager la dynamique et de parvenir à nous organiser pour que l'information, qui est véritablement devenue un produit économique à part entière, puisse profiter
à l'ensemble des acteurs du continent et au changement de narratif. Alors, je me tourne, merci beaucoup Elioun Gueye, je me tourne vers notre prochain intervenant. J'en profite pour saluer ceux qui continuent à nous rejoindre. Je vois que la Guinée est là, je vois que Waouh, je ne sais pas si le Botswana arrive Ok, parfait, ben c'est super, le Botswana, donc ça veut dire qu'on est même au-delà des pays francophones. Merci infiniment à chacun de vous d'être avec nous aujourd'hui. Je vais me tourner vers Marie-Roger. Marie-Roger Biloa. Okay. Alors, elle est en train d'essayer de se connecter, donc on va la retrouver juste après. Je vais me tourner donc vers Malik Diawara. Malik Diawara, tu cumules 17 années d'expérience dans le web, dont 6 comme responsable éditorial du Point Afrique, un support qu'on adore parce que tu prends beaucoup de soin à écrire avec tes équipes sur les success stories africaines. Tu es un véritable spécialiste des relations économiques internationales et des questions de management interculturel. Tu as piloté la création de Africable, qui est la première chaîne numérique du continent. Tu as été reporter, présentateur du magazine économique TV5 Afrique. Tu es aussi intervenu au niveau de la chaîne africaine comme rédacteur en chef économie et aussi rédacteur en chef du journal TV. Une question me vient pour toi, Malik Diawara. Comment améliorer la qualité de l'information au sein de nos médias? Bonjour déjà, bonjour à tous, bonjour aux panélistes, bonjour aux confrères qui sont passés avant. Merci à toi d'avoir organisé donc cette rencontre autour d'un sujet aussi important. Je pense que Alain Foucault a déjà dit quelque chose de très, très intéressant autour de l'histoire. Les autres ont parlé de la dimension extrêmement importante de l'audience. Donc, la question est de savoir comment on fait pour attirer le maximum de personnes sur un programme. Il me semble, sans être un grand mathématicien, que pour pouvoir vendre de l'espace, en tout cas trouver des annonceurs autour d'un programme, il faut une audience importante. Donc, ça veut dire qu'il faut leur proposer quelque chose qui leur parle. Or, le problème qui se pose, il est peut-être là. Je pense aujourd'hui que véritablement, ce qui est vraiment fondamental, c'est qu'on doit penser à consolider notre être pour bâtir un avenir durable. Ça veut dire qu'il faut s'adresser aux Africains dans ce qui les intéresse. Et là, il va falloir aller très loin. Parce que nous avons perdu beaucoup de temps au niveau de la connaissance de nous-mêmes. Notre histoire, comment nos sociétés fonctionnent, etc. Plus tout un ensemble de sujets qui sont des sujets qui nous sont malheureusement, je ne dis pas imposés, mais en tout cas qui nous viennent par divers canaux et qui manifestement sont un peu loin de la préoccupation des populations africaines. Parce que l'Afrique présente aussi cette particularité d'être un continent où il y a une partie de formel et une partie informelle. C'est un continent où il y a des personnes qui parlent français-anglais, mais des personnes qui ne parlent pas français-anglais, qui parlent d'autres langues. Est-ce qu'on pense à ces personnes-là? Qui ont d'autres ressorts de pensée, d'autres manières d'approcher le monde. Est-ce qu'on a créé quelque chose pour ces personnes-là? Et il me semble que quelque part, c'est quand même un peu la majeure partie des personnes qui sont sur les territoires. Il y a une distinction entre le monde rural et le monde urbain. Est-ce que les médias que nous avons aujourd'hui ne sont pas seulement des médias tournés vers le monde urbain? Il va falloir penser au monde rural. Donc, tout ça nous conduit à réfléchir à la question de savoir qu'est-ce qu'on doit mettre en place dans les écoles en termes d'éducation, peut-être apprendre nos langues d'une certaine façon, parce qu'on peut être alphabétisé en langue locale, on n'est pas toujours obligé d'être alphabétisé seulement en langue étrangère. Et il me semble que cela peut permettre déjà de créer des supports, que ce soit des supports sur le web, des supports écrits ou sur les radios, des supports qui touchent directement les populations et qui leur parlent de leur histoire, qui leur parlent de leur quotidien, qui traitent de questions qui sont des questions qui les intéressent, des questions qui les concernent tous les jours. Parce que de mon point de vue, l'information est une matière première. C'est une matière première et la question qui nous est posée aujourd'hui
sur le plan industriel et sur d'autres domaines, c'est la question de la création de chaînes de valeur locales. C'est-à-dire que ce dont on a besoin n'est pas toujours à l'extérieur. Ce dont on a besoin est sur le terrain et au milieu de nous. Il faut qu'on aille le trouver. Par exemple, je prends un exemple. Si on fait une déclinaison de cette idée de chaîne de valeur sur le plan politique, ben, on peut se poser la question de savoir si, en parlant Wolof ou en parlant d'autres langues, ou en réfléchissant à des programmes, que ce soit de l'information ou des programmes de magazines, est-ce qu'on ne peut pas, par ce biais, discuter, échanger et déposer quelque chose, poser quelque chose qui soit une forme de démocratie qui nous concerne, qui nous touche directement. Puisque souvent, dans les différentes chaînes internationales, quand il y a des élections, quand il y a des problèmes, etc., on se dit, oui, mais est-ce que la démocratie, c'est quelque chose qui s'adapte à l'Afrique? Oui, mais ça, je n'ai pas la réponse, d'autres n'ont pas la réponse. Ce sont les populations qui ont les réponses. Et à condition, bien sûr, qu'on leur donne la possibilité de pouvoir échanger sur ces questions-là. On peut faire la même déclinaison sur le plan économique, on peut faire la même déclinaison sur le plan de l'information d'ordre culturel, qui est l'un des points forts du continent africain, je le rappelle, puisqu'on se rend compte, quand on parle de l'Afrique, la première chose dont on parle vraiment, disons, les deux premières choses dont on parle vraiment, un, c'est les arts, les cultures, la musique, le théâtre, etc. La deuxième chose sont les matières premières, minières, agricoles, etc. Donc, ça veut dire que là, on a avec nous, sur le continent, des éléments de richesse, peut-être qui sont sous-exploités et qu'il vaudrait mieux, et sur lesquels il vaudrait mieux, je dirais, avoir une réflexion, en tout cas des échanges, pour ne pas passer à côté de notre sujet. Et qu'il nous faut valoriser. Merci beaucoup, Malick Diawara. C'est très important. Tu as souligné aussi l'importance d'utiliser les langues nationales, locales, parce que c'est comme ça qu'on arrive à toucher un maximum de monde. Le Wolof au Sénégal et d'autres langues, le Bambara au Mali, etc., etc. Donc, merci de le rappeler. Nilan Thiam soulignait aussi quid de ces programmes en contenu qui utilisent les langues vernaculaires. Même chose pour notre amie Mireille Mouélé, qui précise que nos anciens parlent surtout les langues maternelles, les langues mortes pour la jeunesse qu'ils ignorent. Comment pérenniser la transmission digitale, médiatique, en intégrant ces éléments. Merci pour cette contribution. Alors, je me tourne vers notre grande sœur, Marie-Roger Biloa, qui fait partie de toute cette génération de femmes qui se sont imposées dans les médias. Je pense à Denise Epoté, je pense au magazine Brune, à Mina, qui ont été initiées par des femmes. Et donc, je me pose la question, Marie-Roger, Malick Diawara vient aussi de pointer le doigt sur les contenus. Aujourd'hui, les Africains ont besoin d'avoir des contenus qui leur parlent, qui en fait finalement abordent leur réalité du quotidien. Lorsqu'on préparait cette session, tu avais donné l'exemple d'une chaîne camerounaise qui s'appelle Canal 2. Est-ce que tu peux nous donner, selon toi, tes clés de compréhension de la réussite de ce type de chaîne de télé et comment faire pour que ces chaînes-là arrivent à se pérenniser dans leur modèle économique? Alors, comment elles arrivent à se pérenniser, c'est bien là la question. Mais on peut déjà dire que à travers le continent et plus spécifiquement dans notre zone, on a vu émerger des chaînes, un certain nombre de chaînes qui se sont tous engouffrés dans le news. Voilà, le news politique de préférence, parce que ils ont vu l'intérêt des politiques pour ce genre de produits qui est le reflet de ce qu'ils sont eux-mêmes et qui sert un peu, j'allais dire, de publicité. Et je dirais non, mais pas seulement de publicité, mais aussi peut-être de possibilité d'avoir des ressources. Et on a donc dans ce paysage, au milieu de ce paysage, surgit une espèce de ovni que nous avons regardé avec beaucoup d'intérêt et aussi beaucoup d'étonnement, parce qu'il s'est dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie locale, ce sont les histoires des gens au quartier, les gens tels qu'ils parlent, tels qu'ils sont. Et ça a été immédiatement un grand succès d'audience, et c'est devenu la chaîne la plus regardée au Cameroun. Et j'aime beaucoup cet exemple parce que c'est un autodidacte qui n'était pas journaliste, mais qui est tout simplement à l'écoute des gens. Il s'est dit, je regarde les télés qu'on nous offre, ça ne m'intéresse pas. Comment faire pour me voir moi-même, voir
miroir de ce que je suis, de ce que sont mes voisins, de ce que mon quartier. Et donc, sur cette base-là, il a créé un succès. Et maintenant, lorsqu'on a un succès, c'est-à-dire qu'on répond à une demande, il y a une forme aussi de succès économique qui vient avec. Mais comme on l'a dit, les confrères avant moi, que je salue en particulier Matar, j'étais ravie de le revoir, ça fait longtemps. Comme on l'a dit, il y a des limites, il y a une espèce de plafond de verre en ce qui concerne les ressources publicitaires possibles dans notre zone. Je sais, on a tous un ADN panafricain. J'ai fait Africa International, tout ce qu'on fait, notamment lorsqu'on est situé hors d'Afrique, on regarde le continent de manière globale et voilà, on ne veut pas le morceler, mais entre la posture idéologique ou ce qui devrait être la réalité, on note quand même que les publicités sont d'abord locales. Et c'est des marchés, c'est des micro-marchés. C'est des micro-marchés. Il me semble intéressant de parler d'expériences concrètes. En presse écrite, on en parlait tout à l'heure comme d'un dinosaure, je ne sais plus le mot que Ziad a utilisé, que c'est sans doute la presse print, c'est-à-dire imprimée. C'est peut-être un modèle révolu, mais et c'est pour ça qu'il a beaucoup de mérite à continuer à se battre pour faire exister Afrique Magazine, qui est absolument… À réussir à se maintenir avec des niveaux de qualité importants. Absolument. Moi, j'ai dit bye-bye, mais entre-temps, bye-bye au print. Oui, pour venir vers le digital, je crois. Pour faire des contenus, sur les supports et qui marchent et qui sont accessibles aux gens aujourd'hui. Oui. Mais je te cite, tu dis le message a plus de pouvoir que les figures médiatiques. Oui, ça je tiens, oui, absolument. Mais j'étais en train de vouloir donner quand même un exemple qui va répondre aussi à cette question-là. Et qui touche à la question des ressources qui est au centre de beaucoup de préoccupations, c'est-à-dire pour avoir les meilleures idées, la meilleure vision, etc. Il faut pouvoir réaliser tout ça, mettre tout ça en exécution. Alors, il y a quelques années, j'ai lancé, regardant justement pour répondre à une de ces demandes où, après avoir constaté que dans nos pays, Paris Match avait des audiences, des ventes absolument phénoménales pour un journal où il n'y avait pas un seul visage noir, qui ne parlait pas des Africains. Je me suis dit, c'est juste pas possible, ce type d'acculturation ou alors d'extraversion où on se cherche des modèles qui sont où l'on n'est pas. C'est-à-dire, les modèles sont toujours ailleurs, mais pas chez nous. Donc, j'ai lancé le magazine Ici, les gens du Cameroun, qui a été un succès aussi immédiat, qui parlait des gens ici, et c'était un bonheur absolu de faire un journal local, parce que lorsqu'on a fait du panafricain pendant longtemps, où on est toujours en équilibre instable, et on ne peut pas vraiment creuser chaque pays jusqu'au bout, là, c'était une expérience intéressante qui complétait la précédente. On a pu parler, je ne sais pas, de la couturière du coin qui a élevé 10 enfants et qui ont tous fait des études universitaires, alors comment elle a fait, ou du chirurgien formé aux meilleures écoles et qui fait des prouesses, voilà, des artistes. On a parlé un peu des gens ici pour leur donner d'autres modèles de rôle, d'autres role models. Et d'être sur des contenus locaux, conçus locaux. Mais là où arrive la limite, c'est que le marché publicitaire est très, très limité. C'est-à-dire, le succès public était sans commune mesure avec je dirais, la maigreur des revenus, à la fois des ventes et puis de la publicité. Donc, et pourtant, je peux dire qu'on était un peu au sommet de ce qu'on pouvait faire dans ce marché localement, mais les ressources ne venaient pas. Donc, quel que soit le cas aujourd'hui, on arrive, j'étais absolument époustouflée par les chiffres que donnait Constant Desmallet tout à l'heure, avec sa régie qui a fait 60 millions d'euros. Je reste songeuse et qu'il m'explique un petit peu comment il fait. Mais il y a une réalité qui est qu'on ne peut pas,
On ne peut absolument pas miser sur les recettes publicitaires uniquement dans les zones qui nous concernent aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas possible et j'aimerais bien qu'on me contredise. Entre d'abord les budgets, hein, je dirais, j'avais noté un peu les budgets publicitaires, ce qui est prévu, les enveloppes prévues et ce qui est décaissé. Et ensuite, la possibilité de se faire payer. Vous savez, on attendait des fois 4-5 mois pour faire payer des factures. Vous voyez, c'est vraiment un uphill battle. Tout est compliqué. Je pense, et là, je rejoins Mactar, à nouveau Mactar, ce que nous faisons, la presse dans nos pays, elle a une mission d'intérêt public. Donc, on ne peut pas la renvoyer uniquement à la rentabilité immédiate. En presse écrite, par exemple, je donne l'exemple d'un pays comme le Togo. À l'époque, alors si on dit oui, c'est la loi du marché, le Togo avait, avec sa population, un tout petit pays, alors le journal quotidien, le quotidien qui se vendait le plus, c'était 200 exemplaires. Quand ça allait très bien, c'était 500 exemplaires. Alors qu'est-ce qu'on dit? Que puisque je ne peux pas me rentabiliser, je n'ai pas le droit d'exister. Donc théoriquement, le Togo n'a pas droit à la presse. Donc ce n'est pas possible. Je pense que, comme on l'a fait dans des domaines immatériels comme le cinéma, je pense à la France qui a décidé qu'elle devait avoir un cinéma, que son cinéma devait exister, des images françaises devaient exister aux côtés du rouleau compresseur américain. On a créé un fonds du cinéma. C'est-à-dire, s'il y a cette industrie… Tu rejoins ce que disait Alioune Gueye. Absolument, qui est rentable, c'est parce qu'on a décidé, on a constaté on a reconnu plutôt le rôle spécifique des médias dans une société, le rôle d'influence. Et cette influence, et c'est encore Alioune qui le dit bien, cette influence a un effet d'entraînement économique à terme, n'est-ce pas? Et je pense que tout ce qu'on peut imaginer, si on veut être utile et efficace aujourd'hui, c'est réfléchir à ce type de solution. Et là aussi, je voudrais donner un autre exemple. Marie-Roger, je me permets de t'interrompre parce que justement, je voudrais revenir vers toi juste après pour me tourner rapidement vers Alain Foka. Alain Foka, on a dit il faut se dire les choses. Hein, et c'est ce que j'aime beaucoup aussi chez toi, c'est ton franc-parler. Si on doit se dire les choses, comment est-ce qu'on explique? Tu as commencé à aborder un sujet aujourd'hui qui est important, le rôle aussi de nos institutions africaines, la place, leur capacité aussi à pouvoir investir, à pouvoir donner du crédit à nos médias africains, c'est une partie de la solution. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui, prenons le cas très concret de l'actualité, que pour des problématiques qui sont éminemment africaines, éminemment nationales, on ait encore besoin de traverser la Méditerranée pour expliquer ce qu'on est en train de faire comme plan chez soi. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous dire ce que toi tu pourrais nous partager là-dessus? Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui explique que finalement nos dirigeants aient toujours ce besoin-là, et comment est-ce qu'on peut concrètement, de manière très concrète, renforcer aussi la crédibilité de nos médias africains, que ce soit des plateformes aussi d'expression pour les Africains, mais aussi pour le monde? Ce qui explique, c'est le complexe. On a encore beaucoup qui sont… Les mots sont lâchés. Ben, ça ne vient pas de moi simplement. Quand vous regardez des gens qui vous voient et qui vous demandent qu'est-ce qu'on pense de moi à Paris et qui sont des dirigeants, vous vous dites… Quand ils regardent la télévision, ce qui les intéresse, c'est de passer dans ces chaînes-là. Je travaille ici en Europe et je vois l'appétence qu'ils ont pour ce média-là. Je vois l'appétence qu'ils ont pour les grands médias internationaux qui sont ici, complexes. Et quand on leur demande une interview, ils n'ont pas envie de la leur accorder. C'est simplement dramatique, très dramatique. Aujourd'hui, moi, je suis pour qu'on pense solution, qu'on ne rêve pas. Il y a une responsabilité de nos dirigeants. On a l'impression qu'ils sont un peu carents. Bien sûr, il y en a quelques-uns qui arrivent, mais qui ont toujours besoin qu'on voit leur publicité ou qu'on les voit sur les médias ailleurs. Il est venu le moment, de mon point de vue,
où nous devons penser à un autre modèle économique. Nous discutons, c'est très bien, et je trouve extraordinaire que nous en parlions comme ça, mais il va falloir que nous pensions à un autre modèle économique sans eux. Il est évident qu'il faut un fonds pour l'audiovisuel à l'Union africaine et dans les différentes régions du continent, à la CEDEAO, à la CEMAC, etc. C'est une évidence, parce qu'il s'agit de nous redonner confiance. On ne va pas gagner de l'argent tout de suite avec ça. Mais ceux qui sont aux affaires ont du mal à comprendre ce discours-là. Ils ont du mal. J'ai accompagné des chaînes de télévision, Constant Nemale peut en parler. Nous avons bataillé pour Africa 24. Il se bat comme un petit diable pour que ça existe. Je peux parler d'Equinox au Cameroun, je peux parler d'un jeune frère qui s'appelle Alex Yewe, qui se bat aussi pour ça. Et je crois que j'ai participé pendant ces 20 dernières années à la naissance d'au moins, on va dire, d'au moins 80% des télévisions francophones qui sont nées. Que ce soit au Bénin, que ce soit au Niger, etc. On a le même problème exactement. On crée des chaînes et en face, on a des dirigeants qui ne vous regardent même pas, qui se vantent même de ne pas regarder les télévisions de leur pays. Ah, moi, je ne regarde même pas ça. Ça existe? Non, mais c'est eux qui doivent rendre ces chaînes-là intéressantes. Maintenant qu'on a fait ce constat, je refuse qu'on passe le temps à pleurer, c'est de faire comme l'a fait Marie-Roger, comme j'essaie de le faire et comme le font un certain nombre de personnes. Faisons des sujets qui passionnent et disons-nous que les médias tels qu'ils existent aujourd'hui, c'est la fin. Je pense que vous avez des enfants pour la plupart d'entre vous ici sur le plateau. Je n'ai pas le souvenir que vos enfants, s'ils sont ados, viennent au salon regarder la télévision avec vous. Ils regardent ça sur leur portable aujourd'hui. Ils regardent ça différemment. Et il y a de nouvelles chaînes qui existent naturellement, YouTube dont on parlait tout à l'heure. Donnons notre narratif et les gens vont venir vers nous. Donnons à voir quelque chose. Faisons peut-être du news, mais faisons aussi des choses qui intéressent les gens de tous les jours. Marie-Roger parle des gens qui font des sujets de proximité. C'est ça la clé. Mais maintenant, ne cherchons pas à vendre ça de la même manière avec des grosses régies qui soient installées à Paris, Londres ou Washington. Prenons un peu, comme on dit, à ceux qui sont à côté de nous pour fabriquer ce contenu. Moi, aujourd'hui, ma passion, et je ne gagne pas de l'argent avec, même si les grandes chaînes internationales le demandent, c'est de faire des documentaires sur nous, pour que nous soyons fiers de nous. Et je suis prêt à encourager des téléfilms, des documentaires, des trucs culturels comme le montre Mévégué en ce moment avec One, qu'on voit de l'Afrique. Le jour où on verra de l'Afrique, les gens dépenseront de l'argent pour ça. Les annonceurs viendront. Et je reviens encore dessus. Les Sénégalais sont en train de bousculer le marché. Ils gagnent de l'argent avec. Ils ne perdent pas de l'argent. Alors, quand il y a un Alioune Gueye qui est là, qui a un regard un peu plus économique, un regard sur le business, arrêtons de parler seulement, retrouvons-nous et disons, prenons cette décision. Je souhaiterais qu'à la fin de cette discussion, nous puissions nous dire, donnons-nous rendez-vous à telle date. Chacun vient avec quelque chose, à ce rendez-vous du donner et du recevoir, où chacun vient et dit, je fais ceci. Moi, Foka, je fais du documentaire. Vous avez des chaînes pour diffuser. Je suis prêt à vous les donner. En revanche, voyez Alioune, voyez quelqu'un d'autre, voyez des banquiers, voyez des privés qui vont permettre qu'un peu on achète ces programmes-là que vous ne pouvez pas acheter tout seul parce que les autres ont les moyens. En attendant que nos dirigeants soient update, essayons de fonctionner, n'attendons pas la fin et ne soyons pas simplement là à pleurer. Et à ce moment-là, on va avoir des vrais programmes sur nos chaînes de télévision. On va avoir des choses qui existent, qui sont regardables. Vous voyez, Marie-Roger, elle a créé un espace où elle faisait des rendez-vous importants. Mais les gens derrière ne suivent pas. Les patrons des chaînes ne vont pas attendre qu'on vienne les voir. C'est à eux de venir aussi vers elles en disant « ton programme m'intéresse, je veux le diffuser. Quelles sont les conditions données au prix de ton marché à toi. » Et on va créer le cercle vertueux. Parce que pendant que nous pleurons, il y a des grands groupes, Lagardère et autres qui arrivent avec des gros moyens où les banquiers chez eux leur ont donné de l'argent parce qu'ils ont confiance, puisqu'ils savent que toi, moi, on connaît qui est Brigitte Bardot, on connaît qui sont les grands acteurs occidentaux. Donc, ça va être plus facile à vendre. Mais si je vous demande à tous ici sur ce plateau, quels sont nos acteurs, nos grands acteurs que nous pouvons magnifier, nous ne les connaissons pas. Ceux que nous connaissons sont passés par des médias occidentaux. Jamais sur nos propres médias. Ils sont rares, ceux qui, comme Gowou, sont apparus sur le continent même. Il a fallu qu'il aille sur Canal pour qu'on l'aime encore davantage. Peut-être qu'il est temps que nous arrangions
pour que des Gou naissent, pour que d'autres encore naissent sur nos chaînes avec l'aide des privés, en attendant que nos dirigeants se décident à se retrouver un jour à Addis, au lieu de boire du champagne, qui nous propose des fonds pour financer l'audiovisuel. Parce que les fêtes avec les gros motards, ça coûte très cher et ça pourrait produire beaucoup de programmes sur les télévisions africaines. Mais sauf qu'ils sont plus friands des motards qui font beaucoup de bruit et des champagnes le soir que de fabriquer ce qui va être notre narratif. Nous continuons de ne pas exister parce qu'ils n'y pensent pas. Là, on a quelqu'un qui a été tué aux États-Unis d'Amérique. On n'a pas entendu une seule voix africaine dessus, en dehors des artistes qui, les uns les autres, essaient de rentrer dans des groupes pour parler. Quel est le grand média africain qui fait une spéciale sur ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique? Mais Alain, j'ai envie de dire plus que ça. Cet événement-là est un événement dramatique, mais ici, à côté, en Afrique, au Mali, au Burkina Faso, il y a tous les jours des drames qui se passent et malheureusement, on voit que la couverture est toujours très limitée et on entend peu de voix africaines se positionner. Je crois que c'est même quelque chose sur lequel tu as fait réagir à l'occasion d'un sommet et j'étais vraiment très heureuse de t'entendre le faire. Il a fallu que je réunisse des chefs d'État pour qu'on entende leur point de vue. Les chefs d'État étaient en colère parce qu'ils disaient, on a dit qu'on nous a donné des milliards. On nous a donné des milliards pour combattre la lutte au Mali. Mais nous n'avons pas vu un seul centime. Il a fallu qu'il y ait un média français avec un Africain sur cette antenne-là pour réunir 3 chefs d'État pour qu'ils disent ce qu'ils avaient sur le cœur. Peut-être qu'ils devraient penser à faire un média où ils disent aussi ce qu'ils ont sur le cœur. Parce que tous en avaient gros sur la patate, tous en avaient gros sur le cœur, sur le fait qu'on dise on a versé des milliards dans la guerre au Mali et on ne voit pas où c'est allé, alors que personne n'a versé un seul centime. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. À eux, de mettre le budget pour avoir des médias forts, avec des contenus forts, et ils vont arrêter de se plaindre. Tout simplement. Alors moi, je pense que tu as abordé quelque chose d'important. Aujourd'hui, il ne faut plus qu'on attende, à nous de savoir nous organiser. Le secteur privé, je me retourne vers Alioune Gueye. Le secteur privé africain a une place très importante à jouer. Je veux juste rappeler que le 2e poste du PIB de Los Angeles, c'est la culture, c'est à travers la culture, l'information et les médias. J'échangeais avec l'un des grands noms aussi des médias, l'un des premiers à avoir lancé une école de journalisme, parce que ça aussi c'est un enjeu, la formation, la professionnalisation des métiers des médias, qui me disait l'information est devenue incontestablement un produit économique. Et en fait, finalement, il me disait il faut que nous parvenions à lancer le plaidoyer pour mobiliser le secteur privé africain. Je crois qu'on peut l'amorcer à travers le talk que nous avons aujourd'hui, puisque tous les acteurs qui sont ici sont déjà extrêmement expérimentés. Alioune Gueye, quid de ce qu'on peut finalement retenir si on devait se fixer peut-être 2 ou 3 next steps avant de prendre les questions qui vont venir, quels seraient-ils de manière très concrète pour faire avancer les choses et avoir peut-être un agenda qui nous permette de nous dire dans quelques mois ou dans moins d'une année, on a fait avancer les choses et aujourd'hui, nous avons nos propres mécanismes, nos propres outils pour favoriser le développement de contenus de qualité, comme le rappelait Marie-Roger Biloa, comme le rappelle Alain Foka, et comme Malik Diawara était en train de souligner aussi le rôle de l'information de qualité. Alors, merci Seynabou. Je pense qu'au stade où on en est, on voit bien qu'il nous faut une réponse, j'allais dire, polymorphe. Il y a une question institutionnelle, on l'a vu. Il y a une dimension financière, elle est au cœur du dispositif. Il y a une question également sectorielle et puis tout l'aspect plaidoyer. Je pense qu'un des points en termes de quick wins qui parlait très très vite, je pense déjà tous ces acteurs qui sont autour de la table, déjà de dire comment est-ce qu'on peut arriver à mutualiser déjà nos moyens. Ça ne veut pas dire que les uns et les autres perdraient leur indépendance, non. Quand aujourd'hui, on a une alliance Air France KLM ou RAM, Qatar Airways, Etihad, ou etc., il nous faut bâtir des alliances, je pense, qui me semblent importantes pour justement mutualiser des moyens. Il ne serait pas raisonnable qu'aujourd'hui, quelqu'un se réveille un beau matin et dise « Moi, je vais mettre le même investissement que Mac Tarsila a fait. J'ai eu la chance de visiter la Belle TV. » Il y a une déséconomie d'échelle, une mauvaise allocation des ressources qui est catastrophique. Donc, je pense que la mutualisation, ça me semble être entre guillemets, indispensable. Ce qui peut avoir le plus d'impact avec le moins d'efforts.
Le deuxième point, je pense qu'il nous faut également, sur ce plan, saisir tout le potentiel du digital. Ça également, parce que les tickets d'entrée, entre guillemets, sont plus faibles et nous donnent une audience qui est mondiale, je pense que c'est important à un moment où le monde entier regarde le continent et où malheureusement, nous ne sommes pas entendus. Élément encore tout à fait anodin, on parlait tout à l'heure du fait que le continent ne pèse pas, ça a l'air de rien, mais Elon Musk, à travers SpaceX, qui permet aux États-Unis de renouer avec l'espace 10 ans après, on a beau dire, mais il est sud-africain. Personne n'en parle. Ça, je trouve qu'il y a là un déficitaire. Aujourd'hui, une multiplication, entre guillemets, d'émetteurs me semble aussi une chance quelque part, si tant est qu'il y a une charte, il y a un ensemble de règles à observer dans le comportement, notamment par rapport aux fake news que les uns et les autres ont évoqué. Le troisième point qui me semble important, c'est la dimension un peu affirmative action. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter que sur 30 millions d'euros, comme a évoqué tout à l'heure Constant Desmalets, dédiés à la promotion des pays, eh bien, qu'on en soit à n'avoir que 5% sur le continent. La ZLEC, ce n'est pas blabla. Commençons par là. Or, déjà, nos économies sont extrêmement extraverties. Donc, il en est où le Made in Africa? Et il nous faut, sur ce plan institutionnellement, justement, créer une loi qui fasse que, je dirais, il y a un peu comme dans les appels d'offres, qu'il y ait du contenu local qui soit exigible, de manière à ce qu'on soit sûr que ces ressources-là vont permettre également de développer à la fois le contenu, vont permettre aux acteurs, je dirais, d'améliorer la formation de leur capacité building de leurs collaborateurs, de monter en gamme dans les niveaux de ce qui est offert, etc. Et ça, je pense qu'il faut sur ce plan une dimension un peu presque, je dirais, de contrainte pour parvenir à obliger à ce que ça reste sur le continent et qu'il y ait plus d'échanges sur le continent. Donc, ce n'est pas simplement encore que la liberté des personnes, la liberté de marchandises, etc. C'est d'abord et aussi l'information, qui est une matière, qui est de l'argent aussi. Donc, sur ce plan-là, il nous faut, sur ce plan, apporter des formes en tout cas, de contraintes qui obligent à ce que une partie de ces fonds-là, eh bien, ne soit pas seulement captée par des grands annonceurs ou des grandes régies internationales, mais qu'également elle profite légalement. Ce n'est pas dire qu'on se recroqueville, non, mais c'est de donner sens et corps à du Made in Africa. Et bien, c'est ça qu'on va lui permettre de grandir. Donc ça me semble un autre aspect qui me semble intéressant, sans oublier, bien entendu, la question de la production, je dirais, de plus en plus de contenu sur le continent. De qualité, hein, un peu comme fait Marie-Roger avec MRB Productions. On peut dire ce qu'on veut, ce n'est pas les tuyaux qui manquent. Aujourd'hui, chacun parmi nous, nous sommes une télévision ambulante, rien que par YouTube, mais qu'est-ce que nous délivrons? Voilà notre question. Et je pense que sur ce plan-là, on doit s'efforcer à avoir, parce qu'on a la matière pour justement produire ce contenu de qualité. Alors, merci infiniment. Je crois qu'on a les guidelines. Hein. On sait quelles sont les prochaines étapes à déployer. On a de belles pistes. Je voudrais rapidement qu'on puisse prendre peut-être 2-3 questions. Je vous partage aussi les contributions des uns et des autres. Seul le continent africain n'a pas de politique en matière de l'industrie des médias. Cette idée de mutualisation des forces, des moyens et des compétences est essentielle, nous dit André-Franck Ayot. L'intelligence collective sera le facteur X pour ce nouvel ordre médiatique africain. Donc, je vois que ça fait déjà énormément réagir. À nous de pouvoir capitaliser sur toutes ces rédactions, sur toutes ces contributions et sur l'expérience que vous avez bien voulu nous témoigner aujourd'hui. Alors, sur les questions qui nous sont posées, comment faire face au fléau? Le digital est accessible, mais ça confronte le lecteur à une abondance d'informations et pire, à des fake news. Je pose la question à Malik Diawara, est-ce que, s'il te plaît, comment est-ce qu'on peut habilement, en Afrique, quand on sait la portée du mobile, 90% des téléphones qui sont utilisés en Afrique sont quand même des mobiles, comment est-ce qu'on peut se prémunir de ces fake news? Le micro. Et ensuite, on va conclure. Hein. Écoutez, je pense que l'information ne se construit pas de 26 000 façons. Hein. Pour faire une bonne information, il faut évidemment des journalistes, mais il faut des recoupements pour bien être sûr que
l'information qui est donnée est une bonne information. Je crois que là, c'est le b.a.-ba, donc ce n'est même pas la peine de passer beaucoup de temps dessus. Non, je pense sincèrement que ce qui est le plus important, c'est de donner des informations utiles, c'est-à-dire des informations qui permettent de construire l'Afrique avec les Africains et de sortir de ce que j'appelle le bruitage. Le bruitage, pour moi, c'est toutes ces informations négatives qu'on donne régulièrement dans tous les supports d'information, que ce soit des supports nationaux ou des supports internationaux, et qui ne servent absolument à rien, et qui, de mon point de vue, font reculer l'Afrique et surtout conduisent les Africains à se désintéresser d'une certaine forme d'information. La deuxième chose, c'est que cette information, il faut la faire. Il faut sortir de la communication. Si les Africains ne regardent pas régulièrement, je dirais, les supports, les télévisions locales, ou n'écoutent pas souvent les radios, etc., c'est parce que ce sont des supports de communication, souvent pour les pouvoirs en place, etc. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très négatif. Donc, ça veut dire qu'il faut leur donner les moyens, il faut permettre aux populations africaines d'accéder à une vraie information, je dirais presque avec, je vais utiliser une expression qui peut paraître un peu dépassée, je dirais une information de développement, parce que c'est une information de construction. Parce que l'information qu'on nous propose aujourd'hui, c'est de l'information catastrophe et de l'information de destruction. Le troisième point, c'est qu'il me semble qu'il faut travailler sur les conditions autour des supports médiatiques, des supports médias, pour ne pas faire de l'éthique la variable d'ajustement. L'éthique, c'est extrêmement important. Je dirais même que c'est fondamental. Parce que c'est ça qui conduit l'adhésion, la vraie adhésion à l'information. Pourquoi croyez-vous que les Africains préfèrent, en tout cas, ils accordent une très grande importance à ce qui se dit à l'extérieur, dans des médias qui sont des médias internationaux, et ne croient pas du tout les médias nationaux? C'est tout simplement parce qu'ils se disent que l'éthique ne fait pas partie de l'environnement local, ou en tout cas que si l'éthique fait partie de l'environnement local, c'est extrêmement limité. Donc, je pense que ce sont tous ces éléments-là, quel que soit le support sur lequel on est, c'est toujours la même chose. Quand une information est recoupée, quand il y a de l'éthique, quand on donne des informations utiles, les gens viennent. Si on fait autre chose, les gens ne viennent pas. Voilà. Et c'est ce qui développe d'autres canaux d'information informelle. Et là, on l'a vu avec le Covid, ça peut même être extrêmement dangereux. Et ça signifie concrètement qu'on doit comprendre en Afrique que parmi les domaines stratégiques, il y a l'information. Parce que les grands pays ont des médias. Et si ces grands pays ont des médias, on a parlé d'influence, c'est pour pouvoir d'abord raffermir, je dirais, la confiance des populations, de leur population, dans l'information qui concerne leur pays, mais aussi influencer au niveau international. Mais puisque les Africains passent leur temps, en tout cas en grande partie, écoutent, regardent des supports médias qui sont des supports de l'extérieur, il n'y a pas de surprise qu'on soit dans une forme d'extraversion qui finalement se décline sur le plan médiatique, comme il existe sur le plan économique, comme il existe sur le plan politique. Voilà. Merci beaucoup, Malik Diawara. Très rapidement, en un mot, Marie-Roger, je crois que tu voudrais réagir à ce qui a été dit. On va clôturer. Vous savez, on essaye de se fixer une rigueur. L'heure, c'est l'heure. Marie-Roger, je pense que tu as peut-être une contribution encore importante à apporter. On t'écoute. Voilà, je veux dire que tout ce que j'ai entendu là me conforte sur tout ce qui est sur la mutualisation, la nécessité de travailler ensemble pour être plus fort. On l'a assez développé. Je voulais aussi dire qu'il y a des initiatives qui ont été faites, notamment African Media Initiative, le African Media Leaders Initiative, dont je suis cofondatrice avec Amadou Matar Ba, notamment, et Eric Chinje. Et on a réussi à lever des fonds. C'est bien toujours de donner des exemples concrets. On a réussi à lever des fonds, je crois 2, 3, 4 millions. Mais le problème, c'est toujours, et c'est ça qu'il faudra veiller à ce que ça ne se réplique pas. Le problème, c'est que si la fondation Bill Gates vous donne 1 ou 2 millions de dollars, ils pervertissent aussi les objectifs. Nous, à la base, c'était comment faire pour que les médias existants, qui ont déjà une certaine surface, plus passer à l'étape supérieure, plus grandir et non pas rester à végéter avec ce fameux plafond qui fait que, voilà, ils sont juste dans la survie. Et on a créé cette initiative, mais évidemment, mais
je voulais juste témoigner que vous pouvez, il faut toujours prendre certaines précautions pour rester autonome et atteindre ses objectifs. Enfin, je voudrais remercier et dire aussi que des initiatives de coopération, de partenariat existent déjà. Et je voulais faire un coucou à Adama qui est sur place parce que nous avons un projet ensemble et j'espère qu'il va avancer. Et même, c'était très aimable de citer MRB Productions parce que le but de MRB Productions, ce n'est pas de créer une énième télé, mais de se concentrer sur les contenus. Comment dire, j'embraye sur Malik qui a dit des choses essentielles. C'est-à-dire, si on est dans le domaine du news, il faut évidemment, et moi, c'est ce qui me concerne, qui me préoccupe maintenant dans cette phase de ma carrière, c'est de créer une source fiable. C'est-à-dire, la lutte contre les fake news, c'est une question de source. C'est-à-dire, quand vous savez que vous lisez une information est dans le New York Times, vous pouvez à peu près être sûr que c'est une information sérieuse et vérifiée. Et c'est ça aussi. Donc, il faut avoir des sources fiables auxquelles on peut faire confiance, j'allais dire les yeux fermés. Donc, on a dit pas mal de choses et je suis ravie de la qualité de ce débat. Merci donc à Global Minds. Hein, Senabou, you did a great job. Merci. Thank you very much. Merci infiniment. Merci à chacun de vous pour ce débat et ces échanges qui ont été extrêmement enrichissants, extrêmement denses. Vraiment, c'était un plaisir pour nous de pouvoir vous avoir aujourd'hui et de vous voir échanger sur cette thématique qui est importante, qui est un vrai levier stratégique quand on parle de développement du continent. On ne peut pas faire sans les médias. À nous de réussir à investir là-dessus de manière valable. En synthèse, je vais me risquer à essayer de faire une synthèse de ce qui a été dit à travers ces deux sessions importantes. Les 5 propositions, les recommandations concrètes qu'on peut retenir, c'est mutualisons, 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 soyons dans les synergies gagnantes, travaillons ensemble, lançons une initiative ou une dynamique qui nous permet de nous concerter et de trouver des solutions africaines à cette problématique qui est éminemment continentale, création d'un fonds stratégique qui permet de financer les médias, de financer des contenus de qualité, travailler sur la régulation de la publicité, créer des régies publicitaires communes, mutualiser les moyens humains, financiers, matériels des médias existants. On ne va pas en créer de nouveaux, comme disait Alain Foka très justement. Ils existent, ce sont Africa 24, ce sont Label TV, ce sont Financial Afrique et tous ces autres médias africains qui contribuent à donner l'information vraie sur ce qui se passe et à partager notre histoire, notre récit africain, tirer parti de tout le potentiel du digital qui est un levier essentiel. Sur les freins, on les a aussi évoqués. La meilleure manière de les contourner, c'est vraiment de s'engager de manière très concrète sur des contenus de qualité. Je pense que Archives d'Afrique et les coffrets qui ont été initiés, les documentaires, on a bien noté, et merci à toi Alain Foka, que tu serais heureux de pouvoir aussi partager ces contenus-là et de les voir diffusés au niveau des chaînes locales africaines. Travaillons sur les synergies, mobiliser le secteur privé africain pour qu'il contribue aussi au financement de ce secteur qui est stratégique pour tous et pour faire en sorte que justement nous parvenions à avoir une indépendance dans notre manière de vendre ce que nous savons faire, ce que nous sommes au niveau du continent. Merci vraiment pour tous ces points de discussion sur la nécessité de repenser un nouvel ordre de l'information, sur le passage d'une logique d'écosystème à une logique d'écosystème. Je crois que l'essentiel a été dit. On a parlé de la langue, on a parlé de beaucoup de choses. Let's do. Je crois que c'est la meilleure manière de conclure cet échange-là. Il me reste naturellement à remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette session, les équipes de Global Mind Consulting, tous nos partenaires qui ont réagi alors qu'on a monté ça de manière très rapide, mais ça nous semblait utile et indispensable eu égard à tout ce qui se passe et tout ce qui se fait dans l'actualité. Je remercie nommément tous les intervenants, Constant Némalé sur la première session, Matar Silla, on vous suit, on adore ce que vous faites. Également Ziad Liman qui fait de belles choses, qui a toujours de très bons dossiers, extrêmement bien nourris et qui partage des analyses intéressantes de ce qui se passe sur le continent. Marie-France Réveillard, journaliste engagée, Adama Wade sur le volet économique. Merci infiniment également à Alain Foka. Alain, tu es l'une de nos fiertés africaines, je le disais tout à l'heure, mais même les réactions que je vois en direct le soulignent encore.
On a besoin d'avoir aussi des figures médiatiques importantes parce que c'est aussi la manière avec laquelle nous pourrons valoriser et faire entendre la voix des Africains à l'échelle mondiale. Merci à toi pour tout le travail et pour toute ton action. Merci à Malik Diawara pour le combat permanent en faveur de la valorisation de nos success stories. Vraiment, on apprécie énormément. Marie-Roger, merci pour ces contenus de qualité. Alioune Gueye, merci également. Merci à chacun de vous. Merci à tous nos participants. Pour ceux qui n'ont pas eu de réponse à leurs questions, je vous invite à continuer à réagir et à poser vos questions via le hashtag Global Mind Talks. Ça continue. Et on se retrouve très rapidement pour faire le bilan de ce qui aura été arrêté comme des pistes de réflexion. Soyons au rendez-vous de l'Afrique. Merci à tous. Merci à tous. Merci, merci, merci. Au revoir. Au revoir. Merci encore. Merci. Allez, au revoir. Ciao, ciao. Bon. J'ai tout suivi. Ah ouais. Il dit insuffisant sur le disque, libérer de l'espace sur votre disque en supprimant. Alors, allô? Yes. Comment tu vas? Tu as suivi? Oui? Tu m'entends ou pas? Allô? Oui. Pourquoi enregistrement? Qu'est-ce qu'il fait? On a des questions en fait, on peut les enregistrer pour répondre.